Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Loop, le retour en 2022. Nous sommes le 6 janvier. Tu connais, quand tu reprends les émissions comme ça après des belles vacances d'hiver, il y a souvent, tu vois, un petit peu de détente. Il faut se remettre dans le bain et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on a une émission qui s'annonce légère, tranquille, encore une fois, avec, je vais également en profiter pour vous annoncer les émissions des semaines d'après, mais aujourd'hui j'ai des invités quand même de qualité qui ont accepté de venir et avec qui on va discuter de choses qui je pense sont très intéressantes et que vous allez bien kiffer. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je me retrouve déjà avec quelqu'un à côté de moi que j'avais pas vu depuis longtemps, mais ça me fait plaisir de le revoir. Le grand Drijoka. Bonjour monsieur, comment vas-tu? Bonjour. Très très bien, effectivement ça faisait plusieurs années qu'on s'était pas vu. Carrément. Il y a plus de Paris Games Week, il y a plus de LAN, il y a plus de soirée à Paris, il y a plus rien. Voilà, ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand tu m'as invité, j'avais franchement la flemme. Il est venu de Rennes, monsieur. Moi j'habite à Rennes, alors j'avais la flemme. Et puis voilà, je me suis pris d'un coup de speed et je me suis dit vas-y fuck, je traverse la France et je vais à l'émission de Zach. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il n'y a pas que Drijo aujourd'hui pour m'accompagner sur le plateau. J'ai notre ami Samuel, Samuel Benita. Comment vas-tu, monsieur? Ça va et toi? Ouais, ça va super, le frérot, ça va. Merci également d'avoir accepté de venir comme ça à une date pas évidente. Hein. C'est une date où ça ronfle un petit peu normalement. Hein. Ouais, normalement, ouais, mais là, je me suis dit, allez hop, je me suis chauffé, 2 heures de train, hop, ça part. Aller-retour et c'est bon. Ça fait très plaisir. Pour nous accompagner également, là, vous le connaissez, c'est la deuxième fois que vous le voyez sur le plateau de Loop. Ça fait plaisir. Notre Lyonnais, Déphaser, comment vas-tu? Ça va, super. Merci, hein, ça fait super plaisir d'être là. Ça va, t'as passé ces derniers temps. Ça roule pour toi, tout va bien? Ça roule super bien, ouais. Bientôt l'ouverture de la chaîne Twitch, et puis voilà. Hein. Attends, mais ça fait 1000 ans que tu nous dis cette ouverture de chaîne Twitch. En fait, la dernière fois, déjà, il y a 4 semaines, il était venu et tout. Ouais, je sais. En fait, c'était compliqué parce qu'il fallait que. Faut allumer l'ordi. Voilà, déjà. Ouais. Mais moi, je veux faire un feu d'artifice, du coup, il fallait que je loue un terrain et tout. Et c'était des démarches, je pensais que c'était plus rapide à faire. Je pensais pas qu'il allait en parler direct. En fait, il nous en parlait hors live, il me disait ouais les mecs, pour mon premier live Twitch, un feu d'artifice. J'ai envie de faire un feu d'artifice, mais genre tu sais pour changer à la un peu. tu vois, genre personne l'a fait. C'est vrai. Je pense que les Quinry ont déjà pensé à ça. Si, Gotaga a déjà fait un feu d'artifice. Gotaga, ouais. Mais est-ce qu'il l'a fait pour son premier live? Ah non, ouais, moi c'est vraiment pour l'ouverture, j'ai envie de... Pour bien présenter et tout, je me dis un petit feu d'artifice. T'as une date peut-être, un truc 22 janvier. 22 janvier normalement, ouais, normalement. Il y aura un feu d'artifice. Ouais, je te promets. Ok. J'ai acheté des feux d'artifice, j'ai demandé à la mairie et tout. Il a acheté, il m'a demandé est-ce que je dois tester et tout. Je lui ai dit gros, tu prends ta voiture, tu vas dans un champ paumé, va essayer. Je lui ai dit essaye pas pour la première fois en live. Je lui ai dit imagine tu te blesses, imagine il y a un problème, imagine il y a quelque chose. Après ça fait des vues hein. Ah bah là pour le coup si tu veux de la viralité que le truc te pète à la gueule. Tu penses? J'espère. J'espère, ouais. Ça commencerait quand même une carrière un peu chelou. Hein. Ouais, tu trouves? Bon, franchement, j'ai envie de changer un peu. Parce que je me suis dit, lancer sur mon ordi et tout, j'avais envie de le faire différemment. Du coup, c'est parti. Pas beaucoup, en plus, j'ai tout acheté à Pyrofolie. Il fait un petit placement, Jean-Marc de Pyrofolie. Mais t'as été accompagné par un mec qui s'en connaît en feu d'artifice. Mais en plus, il m'a vendu ça. Il m'a vendu ça comme ça. Je lui ai dit, ouais, je peux le faire péter et tout. Il m'a dit, pas le 31, après, fais comme tu veux. Ok. Mais genre, ouais. Mais c'est bizarre la logique. Bah, c'est bizarre que tu puisses pas le faire péter le 31 et tous les autres jours, alors qu'en vrai. Mais je te promets, il m'a dit, le 31, fais-le pas péter. Comme ça, genre, hop, t'es chez toi dans ton jardin, tu fais un feu d'artifice. Ouais, ben il m'a dit que ça craignait pas. Ok. Bon, après. Moi, la seule chose que je dis, fais attention. Ouais, moi, je serai devant le live, hein, le 22. Fais très attention parce que ça peut à la fois rendre trop bien comme être une calamité totale. Donc, fais très attention à toi, mon gars Déphaser. C'est gentil. Je me permets de demander aux autres également. On fait le petit tour. Ça va, mon gars Samuel? Qu'est-ce que tu racontes en ce moment? T'as une petite actu, t'as un petit truc? Ouais. Demain c'est le début pour moi du bootcamp. Oh. Ouais, le premier bootcamp de la saison. LFL2, l'équipe? Ouais. Job Life. Donc, trop hâte. Trop hâte. Tu vas voir les joueurs? Ouais, là, ils sont déjà à Toulouse. D'accord. Demain, ils me rejoignent à Paris pour le Media Day. Ok. Et après, on retourne tous à Toulouse. Et là, 15 jours de... En gros, jusqu'au premier match aussi. Donc maintenant... 17-18. Et vous avez tout le staff et tout est prêt, même la maison, etc. La house et tout, à Toulouse, tout est prêt? Là, on leur a pris un Airbnb. On a tout loué les PC. Là, on a tout monté, tout bien. Là, je peux même te dire qu'ils sont au karting. Oh bah c'est excellent. J'ai vu le tweet avec Tommy. Tommy. Moi je voulais vraiment qu'on fasse genre 3-4 jours de vraiment team building. Tu vois, pas de PC en plus. Bon, ils sont un peu le seum parce que la nouvelle saison elle commence, tu vois. Mais bon, priorité au team building. On va faire plein d'activités et là à partir de dimanche, lundi, là par contre ça va tryhard fort. Tu penses que ces trucs un peu genre de team building, genre en mode comme t'as dit des kartings, on fait des choses ensemble et tout, ça sert vraiment à resserrer des liens et pour après derrière peut-être en sortir quelque chose in-game? En fait, aujourd'hui je pense que c'est vraiment sous-évaluer le collectif d'une équipe et particulièrement dans l'e-sport. Alors qu'aujourd'hui pour moi c'est ce qui fait
95% du projet, tu vois. En fait, à un niveau où tous les joueurs sont plus ou moins au même niveau suivant la ligue, tu vois. Pour moi, le collectif change énormément la donne sur l'année, quoi. Ah bah écoute, on verra si ça fonctionne, hein, personnellement. C'est un point de vue. Bah après, c'est pas de la science, donc c'est-à-dire que c'est un point de vue qui peut se défendre. Il n'y a pas de 1+1 égale 2, t'as tort, tu vois. Exactement. Ça se trouve, ça fonctionne total, et à la fin du split, JL est très bon à LFL2, et on se rappellera de sur Loop quand tu nous as dit, bah là, ils sont au karting. Tout ce qu'on espère. Tout ce qu'on espère. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mon gars Drijo, tu vas bien? Qu'est-ce que tu racontes un peu? Une fin d'année chargée, je suppose, pour toi? Ouais, beaucoup de boulot, beaucoup de sponsors, beaucoup de projets X ou Y avec les streamers ou comme ça avec qui on bosse. Mais rien de particulier à raconter, voilà, du train-train, quoi. Il y a eu des choses à gérer en plus, même si je sais que toi tu travailles pour le Watt Social Club qui est, bah, du coup, si je dis pas une agence un peu représentation, marketing, tout ça. C'est ça. Vous travaillez également avec Solary, donc Solary, je suppose, ont dû gérer un peu l'après-chap, des trucs comme ça. Ouais, alors moi, à titre perso, ce que j'attends, c'est le retour de la LFL, effectivement, parce que putain, on a une LFL cette année entre Reckless, etc., etc. Ça va être très très solide. La division 2, du coup, avec JL et compagnie, ça va être sympa aussi. Et ouais, donc il y a eu le départ de Chap chez Solary, donc bah, nous on travaille et avec Chap et avec Solary, donc il y a le lancement des projets de Chap d'un côté, voilà, voir ce qu'il a envie de faire cette année, et puis bah, Solary qui continue sa route et qui ont pas mal de projets aussi là à venir. D'accord. Mais je sais pas si je peux en parler parce que je sais pas s'ils l'ont annoncé. Alors je vais éviter de spoiler des trucs. Ne te mets pas dans le caca. Le but n'étant pas de t'embarrasser, bien entendu. Voilà, je sais qu'ils vont annoncer les trucs, mais je suis pas sûr qu'ils aient tout annoncé. Je vais rester discret. Tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Alors si j'ai ces bons garçons avec moi autour, enfin des bons garçons, il y en a, ils sont plus âgés que moi ici, notamment Drijo. Donc si j'ai ces bonnes personnes avec moi sur le plateau, c'est parce que j'ai trouvé que c'était un thème super intéressant à discuter. Donc ce sera un thème qui va être orienté autour un petit peu du métier d'agent, des agences. Comment est-ce que ça se passe pour représenter des joueurs, des créateurs de contenu, des streamers, des youtubeurs. Comment est-ce que ça a évolué? Comment est-ce que ça fonctionnait? Comment est-ce que ça fonctionne maintenant? Quel est le plus? Comment signer une OP? Comment ça se passe? Bref, vous avez capté un petit peu le thème et les grandes lignes, et ça va parler de choses qui, je pense, sont très intéressantes. Mais on va d'abord... Et de fric en plus, ouais. Ça va parler de Mougla, mon gars. Ça va parler de Mougla, ça fait plaisir. Dites-vous, j'avais un jeu de prévu. Malheureusement, j'ai pas pu le faire, mais je vais vous dire le jeu. Vous aurez kiffé y participer, je pense. J'avais envie de trouver, j'ai pas eu malheureusement assez de réponses. J'avais envie de trouver des deals qui s'étaient faits pour des mecs. Il me fallait le prix. Ah, c'est marrant, j'étais en train de penser au même jeu. Je vais faire un juste prix entre tous les deux. Tous les deux qui géraient des deals. Ça aurait été trop intéressant. C'est trop bien. Ouais, il s'est passé ça avec tel influenceur, de par exemple un stream ou X tweet sponsor ou quoi, et que vous deux, vous essayez de deviner combien est-ce que le gars avait reçu pour ça. Ah, ça, c'est bien. Ça aurait pu être intéressant. J'avoue, et en plus, en vrai, c'est hyper dur. Parce que trop dur. Selon la marque, et ça, vous êtes tous pareils, genre la même chose pour Nike ou pour Carrefour, c'est 50% moins cher pour Nike. D'accord. Bah oui, gros. Évidemment. Bah oui, ça dépend de tellement de facteurs. Mais un juste prix comme ça aurait été marrant. Ça aurait été bien. Malheureusement, j'avoue, j'ai pas eu assez de matière. Bon, par contre, j'ai eu d'autres matières. Par exemple, après, on va regarder, je me permets de spoil comme ça, mais j'ai un deck, donc c'est-à-dire un deck que Webedia utilise, par exemple, pour commercialiser ses accounts libre. Donc ça va être très intéressant d'essayer de voir justement ce qui est envoyé aux marques, des choses que les viewers, etc., n'ont pas l'habitude de voir. Donc vous en avez fait des decks, vous en connaissez. Voilà, c'est la base pour vous. Donc je me dis que ça peut être très intéressant de ramener un petit peu cette culture au public. Donc c'est très cool. On va commencer gentiment, d'accord, tranquillement. Les agences de représentation de joueurs, comment ça marche, quels sont leurs avantages et leurs dérives? C'est parti. À l'époque, entre 2012 et 2015, les agences étaient très souvent assurées par les régies publicitaires en France, en tout cas sur YouTube. Donc à l'époque, quand c'était pas Twitch qui était vraiment big, tu vois, c'était YouTube. Et à cette époque-là, tu avais les networks, donc les networks YouTube, qui faisaient agence de représentation, plus qui permettaient aux créateurs à l'époque d'avoir des gros CPM sur leur chaîne. Alors, au moment où je dis des gros CPM, je vois des trucs là, qui me rappellent une époque. Hein. Vous vous en rappelez de Machinima? Machinima, c'était des contrats prison, c'était pas super. Gotha, il est resté des années enfermé chez Machinima d'ailleurs au passage. Mais voilà, si on voit des petits logos de marques de l'époque, d'agence, Broadband TV par exemple, c'est encore mon network YouTube à l'heure actuelle, tu vois. Mais à l'époque, ça servait surtout à essayer de choper des meilleurs CPM, donc c'est-à-dire des meilleurs coûts par mille, donc essayer de pouvoir toucher des bonnes pubs en hiver ou alors en été, des bons contrats, et de temps en temps, ces dernières te géraient également des OP. Et vu que ça a commencé à générer un petit peu d'argent, etc., il y a eu une grande période où ça a été la mode pour plein
de créateurs, plein de créateurs de rentrer dans des networks qui ont été rachetés par des studios télé ou par des régies publicitaires liées à la télévision. Et c'est là que ça va être très intéressant de regarder. On va parler forcément de Golden Network. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis 2010. Donc, c'est le Golden Moustache, pardon. Donc, Golden Moustache classique. Donc, le Golden Network de M6, c'est un network qui possède, par exemple, Enjoy Phoenix, qui possède Auria, qui possède plein de youtubeuses, de créatrices, de trucs comme ça. Mais également, Golden Moustache, plein de trucs. Franchement, pour le coup, je pense que vous en connaissez la plupart. Il y a également, du coup, le studio Bagel qui, eux, sont affiliés à Canal+. Le studio Phi qui, eux, sont acquis par TF1. Maker, on a vu un petit peu avant là dans les logos, qui appartient à Disney. Et évidemment, Mixicom, Talent Web, qui maintenant a été repris par Webedia. Je sais pas ce qui toque. Mais... Donc Mixicom, qui à l'époque appartenait avec sa branche Talent Web, qui a été racheté derrière par nos amis de Webedia en 2015, si je dis pas de bêtises. À l'époque, d'ailleurs, les networks, ils faisaient un truc très intéressant. D'ailleurs, je crois que Alex, on avait quelques assets sur ça. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, à l'époque, les networks lançaient et finançaient souvent des chaînes YouTube avec leurs talents. Et c'était intéressant à voir parce que ça a donné des projets comme par exemple Rose Carpet, Pizza Guys, Coquillage et Bigorneau, Multiprise et tout. Et ça, c'était quand même assez stylé parce que du coup, ça donnait des fois des contenus qui étaient cool. Et à Mixem, par exemple, ça lui avait permis de changer sa chaîne principale et de refaire du gaming ailleurs. Les Pizza Guys, ça, c'était fait par Broadband TV, tu vois. Ok. Et ça, quand même, c'était assez cool. En fait, ça a donné des fois des collabs sympas, des petits trucs, des petites chaînes, tu vois. C'était quand même assez stylé. Mais, monsieur, il faut arrêter de toquer, hein. On va pas t'ouvrir. Hein. Je sais pas ce qui toque, mais c'est tranquille, il n'y a pas de souci. Vous en rappelez un petit peu de cette époque de 2012-2015, quand ça fonctionnait un petit peu comme ça? Franchement, moi, à l'époque, gros... je crois qu'il y a un monsieur qui va vraiment montrer. Moi, à l'époque, moi, j'étais en LAN, tu vois. Moi, j'étais un peu loin de ce monde-là, tu vois, à part vraiment tout le délire autour de... Bonjour. Bon, on est en live. Tout va bien. Alors, moi, je m'en souviens. Ouais, allez, reprends la main. Moi, je m'en souviens. Alors, effectivement, c'est un peu fini, ça. En France, je suis même étonné que tu sois encore chez Broadband TV, quoi. Et tu sais que je re-signe avec eux tous les 2 ans, à peu près. Hein. Mais pourquoi? Mais c'est toi qui veux? Ou c'est juste parce que t'as la flemme de changer, genre? C'est un network YouTube, en fait, j'en ai toujours eu un. Et genre, après tous les 2 ans, ils me donnent un petit cachet à la signature. Ouais, donc, normal. J'en profite, tu vois, je prends mon petit cachet à la signature, j'envoie, je me mets bien, ça envoie, tu vois, je suis tranquille, genre. Moi, c'est pas du tout un problème. Moi, en réalité, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que je suis signé chez Webedia niveau représentation, mais j'ai quand même le petit network YouTube pour le côté CPM et après le côté conseil aussi. Tu vois, c'est assez sympa parce qu'il y a un mec qui me gère. Et donc, du coup, le gars, de temps en temps, quand il y a un problème sur ma chaîne YouTube, je lui dis, il me conseille, tu vois, c'est cool. Donc, c'est plutôt pas mal, tu vois. Ok. Parce que, alors, moi, de ce que je me souviens de cette époque-là, c'est que les contrats étaient très contraignants pour les talents. Ah, de ouf. On parle de Machinima où là, c'était carrément. C'était la prison, comme tu as dit. Et ils étaient très contraignants et pas très intéressants. C'est-à-dire que très souvent, en fait, ils te signaient. Ils te disaient on va vendre de la publicité en plus sur ta chaîne. Et on va partager les revenus 95 pour toi, 5% pour nous. C'est ça. Voilà, bon. Alors, ce qui paraît, tu te dis, putain, ils prennent que 5%. Bon, frère, quand il y a une agence qui s'occupe de ta chaîne, qui vend de la pub et qui prend que 5%, c'est qu'en vrai, elle vend rien du tout. Tu vois, parce que n'importe quelle agence, pas comme nous, mais une agence de pub ou une agence média. Elle prend un peu plus que 5%. Ouais, elle prend environ c'est 30, 40 points, quoi, tu vois, voire 50. Donc, je parle vraiment d'agences médias qui vendent de la pub sur les sites internet. Il y a d'autres agences qui prennent autant et qui font pas que de la pub, quoi. Ouais, oui. Mais je te parle vraiment d'agences qui. Enfin, comment dire, de régies qui mettent vraiment de la pub parce que comment ça marche sur YouTube? Donc, tu as ton AdSense. C'est ça. Je sais pas si les gens connaissent. Donc, tu as ton AdSense. C'est, si tu veux, ta pub que tu gagnes de base avec YouTube. Donc, Google, ils vendent de la publicité sur ta chaîne YouTube. Et voilà, et chaque fois qu'il y a une pub qui passe, toi, tu récupères une partie de l'argent, puisqu'évidemment, Google prend un énorme cut. Ok, sauf que Google n'arrive pas à vendre assez de publicité pour qu'il y ait toujours de la publicité sur toutes tes vidéos et sur les vidéos de tout le monde. Et surtout, en plus, tu as certains talents en fonction du profil que tu as. Par exemple, toi, tu as beaucoup de mecs, donc il suffit que... il y a beaucoup de pubs pour les filles en ce moment, bah du coup, toi en ce moment, je vais manger moins de pubs. Voilà, si en ce moment les campagnes c'est Maybelline et compagnie, bah toi en ce moment t'as pas de pub. Donc
en fait, les régies Google, qui est propriétaire de YouTube, ouvrait cette possibilité aux régies de venir travailler sur YouTube et d'enrichir les inventaires publicitaires. Et c'était ça le vrai métier normalement des régies, c'était de rajouter de la publicité en plus de ton AdSense, tu vois. Sauf que ce que faisaient ces régies-là, c'est qu'elles te disaient, ouais, je vais prendre 95 pour moi et 5 pour toi. Et en fait, effectivement, elle prenait 95% de ton AdSense, que tu aurais gagné sans eux de toute façon, et elle rajoutait pas de publicité, et elle prenait 5%. Wow. Et en plus, elle te rajoutait des frais techniques, des frais de contrat, des frais de gestion, des frais de machin, des frais de trucs. Donc, la pure douille. La pure douille. Mais le problème, c'est qu'à l'époque... Mais il y avait énormément de régies qui marchaient comme ça, c'était de la douille. Les mecs signaient, il n'y avait aucun service, c'était... 3 mecs au Panama ou dans un truc d'exilés fiscaux X ou Y. et les mecs, ils prenaient que 5% de ton AdSense, mais ils ne faisaient rien. Donc, c'était un 5% gratuit. Ça n'avait aucun intérêt. Et à l'époque, on comparait, je crois que c'était Dogby qui avait pas de régie YouTube, et on comparait ce qui, il gagnait plus en étant sans AdSense que les autres mecs chez Millennium qui avaient pas de régie, qui avaient une régie, quoi, tu vois. Donc, c'était fou. Donc, maintenant, ça marche un peu différemment. Nous on bosse pour parler en régie YouTube, nous on bosse avec beaucoup Studio 71 qui appartient à TF1. Voilà, j'en parlais, ouais. Okay. Donc nous on a renégocié du coup les contrats avec eux, puisque il y avait des trucs qui nous plaisaient pas dans leur contrat, et voilà, on a un système qui est aplani. Effectivement, c'est TF1, donc j'imagine bien que vendre de la publicité vidéo, ils savent faire depuis 50 ans, donc ils enrichissent vraiment les chaînes YouTube des gens qu'on fait signer chez eux, et effectivement en signant, tu augmentes tes revenus et tu as des services, voilà. Mais maintenant, c'est décorrélé. C'est-à-dire que nous, les gens dont on s'occupe, comme toi, tu vois, c'est nous qui nous en occupons, et ils ont leur régie, éventuellement, s'ils le veulent, chez Studio 71. Ouais, c'est plutôt assez bien foutu d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là, tu vois, genre vraiment en 2012-2015, d'ailleurs on a un petit tableau, si je dis pas de bêtises, qui est très intéressant, qui compare un petit peu du coup tout ce qui a été racheté avec la date de rachat, le nombre de centaines de millions de vues que ça fait mensuel ou alors à l'année avec les différents talents, etc. On peut l'avoir, Alex, le tableau? Ok. Let's go. Non, c'est pas un tableau ça. Mais il y a un truc, chaque contrat il est unique en fait, par rapport aux pubs sur YouTube. C'est-à-dire, par exemple, demain, je suis un YouTuber, je fais 1 million de vues. Ouais. Je vais toucher telle somme. Ouais. Un autre YouTuber, il touche pas la même somme. Alors, c'est hyper variable parce que. Alors, c'est selon la longueur de la vidéo, c'est selon le thème visé. C'est-à-dire que si tu fais du jeu vidéo, tu vas pas avoir le même type de vidéo, enfin de pub sur tes vidéos que si tu fais, comme il a dit, du make-up, du voyage. Du voyage. Ouais. D'accord, ok. Ça dépend du profil des gens qui te regardent aussi, de leur centre d'intérêt. Est-ce que ces gens, ils ont un centre d'intérêt avec les téléphones? Alors, du coup, tu vas avoir des pubs téléphones, tu vois. Ah ouais, ça dépend de plein de trucs. Et en plus, dans l'année, ça varie. Les meilleurs mois, c'est par exemple. Décembre. Noël et tout, évidemment. Alors, et puis avant l'été, tu vois. Le mois d'août, toutes les agences, tous les commerciaux sont en vacances. Techniquement, c'est ça. Tous en vacances, boum, tous les CPM, Twitch, YouTube, et tout ça, ça s'effondre. Janvier, là, c'est un mois pourri. Tout a été vendu à Noël. Tu peux faire 20 milliards de vues sur YouTube. Tu gagnes. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Enfin, tu gagnes toujours quand même. Hein. Ah, tu gagnes toujours. Plus qu'à l'époque. Ouais. Ça, c'est que j'en parlais beaucoup. Les vidéos maintenant un petit peu plus longues, etc. Franchement, tu peux envoyer. Et il y en a, ils se font plaisir. En ce moment, mois de décembre, bizarrement, les vidéos sont toujours plus longues. Sont toujours très longues avec beaucoup de mid-roll. Parce que tu sais, t'as le pré-roll, le post-roll et les mid-roll. Mais dès novembre, dès novembre, ça tabasse un petit peu. Ah oui. En fait, moi, ce qui me fait trop rire, c'est que j'ai l'impression qu'ils font ça pour commencer à habituer leur public, tu vois. En mode, tiens, un mec qui fait des vidéos de 8 minutes, d'un coup, il va faire des vidéos de 15 minutes. C'est. Avec beaucoup de mid-roll. Après, la balance, elle est toujours un petit peu difficile parce que si tu fais des trop longues vidéos d'un coup pour essayer de gratter un petit peu, mais que ça rend le truc moins punchy, moins cool, ça, tu perds un petit peu en watch time. Et on sait qu'à l'heure actuelle, le watch time, c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. Tu vois, c'est ce qui compte. T'as le tableau du coup, Alex, c'est good. Voilà, merci, super. C'est un super tableau, si tu peux le zoomer encore un petit peu. C'est un très bon tableau qui montre en gros le nombre de vues par mois selon le studio qui a racheté. Donc du coup, si tu peux remonter également, qu'on puisse au moins voir les noms. Ouais, j'ai voilà, super. Talent Web de Webedia, on le voit. Golden Network de M6, Studio 71, tu l'évoquais à l'instant. On va voir Studio Bagel de Canal+. Alors là, tu vois les têtes de Gondole et leur audience. Donc là, par exemple, le tableau, il est légèrement pas à jour parce qu'on voit encore Squeezie compter dans Webedia. Vous vous doutez bien qu'il y est plus. Mais voilà, Cyprien, Norman, Squeezie fut un temps, Natou, Golden Network qui avait Oria et qui depuis qui avait repris Enjoy Phoenix, Studio 71 qui avait Seb Lafrite, Koé, Jigme et compagnie, Jérôme Niel, et ça c'est le classique Studio Bagel que tu pouvais trouver chez Canal+. Alors c'est assez drôle parce que en lisant ce tableau et le pilier de l'offre commerciale, c'est plus ou moins la même chose à chaque fois. Ça me fume. Contenu digital avec performance organique, événements, activation réseaux sociaux. Juste à côté, digital, médiatisation sociale et brand content. Bon.
Beaucoup d'anglicismes pour plus nous en dire. On est d'accord, la même chose. Et ce qui est assez cool, je me permets juste, si tu peux descendre dans le tableau, il y a également les dates de rachat. Et c'est là où vous voyez les dates de rachat des entités. Voilà, on le voit en bas. Donc 2015 pour Talent Web, et on va en revenir juste dans un instant. Golden Network en 2013, 2017 pour Studio 71 avec TF1, qui avait déjà pris. En plus, ils avaient acheté cher, hein, parce que Studio 71 à la base, ça appartenait à un truc allemand. Et pour avoir 6%, ils avaient mis genre 20 ou 25 millions, tu vois. Et Studio Bagel en 2014 pour Canal+. Studio 71, alors nous, on les connaît moins dans notre milieu. Ouais. Mais sur beauté, voyage, tout ça, ils sont assez gros. Ouais, de ouf. Mais moi, déjà, le conseil qu'on peut donner, je pense que tu seras d'accord avec moi, si vous êtes un youtubeur moyen, vous n'avez pas besoin de régie. Ouais, ben, ça, ouais. Prenez votre AdSense, là, vous verrez quand vous serez gros comme Zach Nani. Un gros youtubeur. Ah ouais, quand on sera gros comme Zach Nani, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais quand vous serez un gros youtubeur comme Zach, là, vous verrez à négocier vos régies. Mais au début, il n'y a pas besoin. Là, vous pourrez vous faire plaisir. C'est vrai qu'au début, en réel, le conseil, c'est plutôt de faire ça. Après, genre, la régie pub, elle peut t'apporter un petit peu de conseils à des moments, où elle peut t'apporter, comme j'ai dit, des OP si vous avez personne. Mais bon, ça, c'est assez rare quand même. Tu sais qui fait ça un peu maintenant? Vas-y, dis-moi. C'est Stream Elements. Ah ouais? Ouais. Stream Elements, ça prend des streamers? En gros, en fait, ils prennent pas des streamers, mais ils font un peu ce que tu disais. Ils peuvent t'aider, ils peuvent te ramener des OP, etc. Et en vrai, même sur des moyens gros streamers, tu vois, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'envoient des briefs et après, tu les prends pas, mais ils te proposent. Et même à des petits streamers, tu vois. Bon, après, généralement, c'est du Red Shadow. Pour les petits streamers, c'est plutôt des campagnes comme ça. Mais le petit Red Shadow bien placé. Le NordVPN. En vrai, quand t'es petit, tout le monde aime l'argent. Bah oui, t'aimes l'argent. Moi, j'adore. Et ça, ils le font vraiment beaucoup. Et j'ai un peu l'impression que c'est cette suite de ces régies pubs qui s'est un peu transformée sur Twitch. Ouais, c'est ça. Non, mais après, c'est apporté différemment, mais avec le panneau Twitch, je sais pas si vous savez, les viewers, mais il y a un panneau sur Twitch où si tu t'inscris, Twitch peut directement t'apporter des OP et t'en proposer. Donc, c'est des marques qui passent directement avec Twitch. Twitch a essayé un peu de court-circuiter ça en mode passer par Twitch. Nous, on le propose à des streamers. Et en gros, t'as des, par exemple, critères. Donc, des critères en mode avoir tant de viewers, tant de minutes sur tel jeu. Et tu peux vouloir, accepter le truc. Et après, derrière, les sous, ils viennent. Mais je connais personne qui utilise. Ah ouais. Je connais personne. Moi, je sais que chez Solary, ils le font pas mal. Le tableau de Ah ouais? Vu qu'ils sont en live tout le temps, le mec il se connecte, il voit le truc sur le dashboard, ouais, vas-y, go, je vais jouer à ça. Ah non, le Bounty, c'est. Ah ouais, ça l'utilise? C'est trop bien le Bounty. Vas-y, parle-nous. Décembre, c'était Noël. Ah bah oui. Le Bounty, c'était Noël. J'ai jamais vu autant de Bounty dans un mois, genre. Ouais. En gros, le Bounty, ce que tu disais, c'est en français, sur Twitch FR, ça s'appelle tableau des offres. Ouais. Et en gros, tu peux avoir du jeu. Mais il n'y a pas que ça. C'est ça qui est bien. Comme une note. C'est que. Ah ouais. Dans sa tête des phasers, il a pas encore lancé son Twitch, il est à fond, gros. S'il y a un petit feu d'artifice, tu vas être archi bien. T'as même des vidéos. En gros, il y a des fois, tu regardes un trailer d'un film, n'importe quoi, et c'est comme si tu faisais une OP. Ah ouais? Ah ouais, c'est pareil. Et en live comme ça, ça envoie. Après, en gros, en fait, ils vont dire. Ah ouais, mais attends, je crois que j'étais en train de passer d'un côté. Non, mais t'es en train de passer d'un côté. En plus, c'est hyper facile. Et généralement, c'est des trucs hyper simples. Ouais. C'est des trucs relativement cool. Parce que c'est Twitch, donc il y a quand même une image derrière. Ouais. Et l'avantage que tu as, c'est que ça arrive sur ta paye Twitch, tu vois. T'as pas besoin de Par contre, t'as un prix, c'est le prix. Il n'y a pas de négo, tu vois. Ouais. Et t'as un nombre de. Je crois que généralement, t'as genre un nombre de viewers ou un truc comme ça. Ouais. Et si tu le remplis pas, t'as un prorata vis-à-vis ce que t'as, tu vois. Ah, et ils prennent un pourcentage ou. Non, je pense que le prix. Le prix est déjà calé. C'est ça, je pense qu'en gros, c'est négocié en amont. Genre, le prix qu'ils vont te montrer pour que tu le fasses. Genre, tu sais même pas si t'as pris 70%. Peut-être t'as pris que 15% du deal à la base. En gros, la marque, elle va donner un budget à Twitch qui généralement va faire des tableaux des offres, des pubs, plein de trucs, tu vois. Et à la fin, par contre, elle va vraiment donner à un certain type de streamer une certaine OP, tu vois. Un peu comme les pubs YouTube au final. Typiquement, tu vois, chez Solary, sur la télé Hearthstone, dès qu'il y a un jeu de cartes qui veut faire sa pub, télé Hearthstone, Solary, il y a un bounty sur la télé. Tu vois, ça marche comme ça, c'est ciblé quand même, tu vois. Attends, je vais essayer d'aller faire attention à ça maintenant. J'avoue que pour le coup, moi je pensais vraiment. Après, je vois personne, même dans le chat sur Dixari. La télé. Fortnite, du coup, tous les bounty Call of Duty ou machin, ou Rainbow Six ou machin, ils les ont. Tu vois, c'est ciblé en fait d'une télé à l'autre en fonction de ce que tu fais, quoi. Par contre, il faut être vif. Ah ouais, il faut être rapide. Parce que c'est le premier arrivé, premier service. Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire que je pense qu'en gros, ils doivent. Il y a un volume, je pense, de vues. Ils doivent avoir soit, suivant les streamers et un certain nombre qui peuvent le faire, et après, s'il est plus là, il est plus là. Nous, carrément, on se prévient, tu vois. Ah ouais. Mais il faut s'inscrire dessus ou pas? Non, tu vas sur tableau des offres.
Je peux checker par exemple. Tu peux checker, je pense. Je vais me permettre, mais ouais, tu peux checker ce soir. Je permets une minute, les amis. T'inquiète, Twitch dashboard, tableau des offres. Mais est-ce qu'il faut que je m'inscrive, remplir le questionnaire? Faut que je remplisse un questionnaire. Ok. Il est long le questionnaire ou pas s'arrêter? Ça prend que quelques instants. Questionnaire Twitch. En réalité, adresse mail et tout machin. Je crois que t'as un délai pour te. Je sais pas. Faut qu'il valide et tout. Vous savez quoi? Pour la semaine prochaine, je remplis le questionnaire et on check en live ce qu'il y a dans mon. À tout moment, t'as un bounty, tu dis bon, l'émission, les gars, on fait une petite pause. Une petite pause, je vais gagner 2000 balles. Alors, on va regarder un trailer de film, les potes. C'est parti. Je pense que ça peut coller. Ah, c'est marrant que t'étais pas du tout dessus. Non, franchement, je me disais. Franchement, vu que j'ai déjà des OP qui me sont apportés de l'extérieur, je me suis même pas intéressé une seconde. L'avantage, c'est que c'est un bonus de fou. Que ton agent, normalement, il doit pas toucher ça. Bah non, il touche pas. Et ouais. Moi, ça m'embête un peu, tu vois, mais. Samuel, de temps en temps, il a envoyé des DM à Tommy ou à Elias. Il leur disait le bounty, il a envoyé 10%. C'est qui trop. Samuel, il a le seum. Non, ça va te mettre bien, Ah, c'est drôle. Bon, écoutez, les amis, je vais me permettre de vous raconter une petite histoire. Comme ça, en plein milieu de l'émission, c'est Zach qui donne. J'ai parlé des networks YouTube qui faisaient du coup maintenant, qui à l'époque faisaient également agence, qui essayaient de choper des OP pour les gens, etc. Et il y a quelque chose dans le monde de l'entreprise qui est très classique quand tu as envie de fidéliser un employé, quand tu as envie de faire en sorte qu'il se sente concerné par l'entreprise, parce que si l'entreprise fonctionne bien, ça va aller dans son sens. La chose classique, c'est de donner des parts de l'entreprise à ton employé. Et c'est ce que Talent Web avait fait à l'époque. Talent Web avait donné des parts de l'entreprise à ses plus gros créateurs à l'époque, à savoir Cyprien, Squeezie, mais également Norman, il me semble John Rachid, Hugo tout seul, et il y a encore une liste assez longue de plein de mecs. Cyprien, par exemple, possédait 25%, Squeezie possédait peut-être un petit peu moins que ça, enfin, il possédait, je crois, 8%, un truc à ça, et c'était une des cotes. Moins le gars était gros, moins il possédait. Et donc, du coup, ça permettait aux gars, si je m'investis bien dans Talent Web, si Talent Web fonctionne, et du coup, à la fin d'année, on peut se servir un dividende, on peut se faire un petit truc et tout, c'est sympa. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est un classique du capitalisme, j'ai envie de te dire. Et donc, du coup, arrive 2015. 2015, je l'ai évoqué un petit peu avant, Talent Web est racheté par Webedia. Webedia rachète Mixicom pour 75 millions. Mixicom, à l'époque, possédait également plein de jeux, de sites, etc. Donc, ça a été vraiment un gros rachat. À la même époque, ils ont acheté 90 millions jeuxvideo.com. Ils ont également, du coup, racheter Talent Web au passage, Talent Web pour 25 millions d'euros. Sauf que quand tu as 25% dans une entreprise et que l'entreprise a racheté 25 millions d'euros, combien ce chiffre t'épare une fois que c'est revendu à Webedia? Et c'est cette petite opération, tu peux remontrer l'article, Alex, tranquille, en descendant, c'est cette petite opération qui a permis à l'époque, avant impôt bien sûr, à des Cypriens, des Squeezie de se faire. Cyprien, il s'était fait 6 millions d'euros, Squeezie 1 ou 2 millions d'euros, Norman, il avait aussi chopé quelques millions dans le lot, même John Rachid s'était fait 100, 200 000 balles, un truc comme ça. Et j'avais trouvé ça assez intéressant parce que ce rachat derrière, Talent Web, ils sont encore à l'heure actuelle à Webedia, d'accord, ça appartient, ils ont même leur petit étage et tout, je le sais. Moi, je suis pas chez eux, moi je suis Bank Management qui est autre chose, ça a également été racheté par Webedia à l'époque, donc un peu moins cher. Un peu moins cher également, on va pas se cacher. Ça a été tout racheté, c'est vrai. Mais c'est là où je trouve que c'est assez intéressant, et là il y a un graphique, si je dis pas de bêtises, pas un tableau cette fois, c'était le graphique que tu as sorti tout à l'heure et qui était top. C'est un graphique qui me montre les chiffres d'affaires ainsi que le résultat net de Talent Web, parce que tu te dis, Talent Web racheter 25 millions, ce serait intéressant de voir ce que ça donne. Et en zoomant un petit peu du coup sur ce graphique, on voit que depuis 2015, Talent Web a progressé en chiffre d'affaires. Donc c'est passé de 2,2 millions la dernière année avant le rachat à 5,8 millions pour un résultat net, donc c'est-à-dire après impôts et compagnie de 900 000 balles. Ensuite, ça a progressé à 10 millions de chiffre d'affaires sur 3 ans, donc ça a un petit peu stagné, mais 10 millions, avec un résultat net qui par contre a un petit peu baissé par rapport à quand il faisait un peu moins de chiffre d'affaires en 2016. Et enfin, une grosse année négative, on le voit en 2019, avec moins 1,4 million. Et enfin, et c'est là où tu mesures l'impact du Covid, 2020, avec un résultat net, un chiffre d'affaires qui a baissé de 2,5 et un résultat net qui est à nouveau négatif. Juste une petite question, moi c'est une supposition de ma part, j'avoue je n'ai pas l'info mais je me permets. Qu'est-ce qui en 2019, à votre avis, a pu faire baisser le chiffre d'affaires, le résultat net à ce point de Talent Web à votre avis? Twitch. Non. De quoi Twitch? C'est trop général. Je sais pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti. Talent Web, il y a quoi il y a la régie YouTube et les OP associés un truc qui a demandé beaucoup d'argent, on va dire. Mais non, mais il y a un le live foiré. Le live. Putain, mais oui, ça les a détruits comme ça. Mais t'as complètement raison. Je suppose
Je suppose à titre personnel Oh mon Dieu. que le truc, en fait, ça peut être Ça quasi peut être que ça. Un truc sur lequel ils ont investi plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros Ah ouais, il y a plusieurs millions. pour te faire basculer ton résultat net. Qui est sur le live? Non, je n'ai jamais été là-bas et je n'ai jamais fait 1 minute là-bas. Mais en gros, ça me fume parce que je me dis, en chiffre d'affaires, c'est exactement la même, mais il passe de constamment positif à la fin d'année à d'un coup un gros trou de moins 1,4 million dans la trésor. Après, c'est très. Le graphe est très agence, quoi. Tu vois, un chiffre d'affaires de fou pour un résultat au final. Mais moi, un truc que je me demande surtout, c'est que à ce niveau-là, tu vois, en 2019, est-ce qu'ils n'ont pas acheté le deuxième bâtiment de Webedia? Mais ça doit être en fait inclus dedans. Genre. Parce que ce bâtiment ne sert à rien à part quelques émissions de temps en temps. Non, mais c'est genre achat du bâtiment, mise en place des studios, travaux, paiement des équipes et tout, c'est censé pour ça. Ouais. Et le chat, mais Squeezie aussi, c'est vrai. Il s'est Squeezie, barré. il est parti aussi. Ouais, mais Squeezie qui part, ça te met pas un trou dans ton résultat net comme ça. C'est énorme, Non, Squeezie. parce qu'en gros, en fait, t'aurais eu un. Parce qu'ils ont récupéré Michou et Inox depuis. Ah, et puis surtout, c'est un chiffre d'affaires qui aurait été beaucoup moins. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. J'allais dire, si Squeezie était parti, ça avait eu un impact aussi gros, ça aurait fait baisser le chiffre d'affaires, mais le résultat net passe point. Là, c'est vraiment le résultat net qui a baissé alors que le chiffre d'affaires est similaire. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, peut-être, et ça peut être, c'est la phase de la vie d'une entreprise, ça peut être un moment investissement, tiens, on investit, on envoie. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Bah, tu vois, 2 millions. Malheureusement, ça a moyen fonctionné. Et d'ailleurs, après, il y a un autre côté, tu vois, que je me disais qu'il serait intéressant de même discuter, mais après, là, pour le coup, on part vraiment dans l'économique. C'est que, est-ce que, après avoir acheté, du coup, Talentweb pour 25 millions, avoir une entreprise qui te génère un bénéfice, qui est, somme toute, correct la plupart des années, sauf ces deux dernières, genre 700 000, 800 000, 900 000, est-ce que c'est worth quand t'as débloqué 25 millions pour l'avoir à la base, cette entreprise? Ouais, c'est ce que je me disais. Aujourd'hui, parce qu'après, je sais que t'as aussi la phase rachat. Peut-être qu'ils peuvent. Genre, Talentweb, ça a une valeur. Donc, si tu le revends, peut-être que tu te refais sur ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en termes de résultats nets purs. Mais en vrai, est-ce que. Moi, je trouve que quand je regarde aujourd'hui, je me dis 25 millions. Est-ce que c'était. Pour ce qu'ils ont acheté, est-ce que c'était vraiment si cher que ça, tu vois? Parce qu'ils ont quand même acheté parce qu'ils ont récupéré des gens avec, tu vois. Bien sûr. Et au final, quand tu récupères les mecs qui sont récupérés, t'attires énormément de gens. Tu vois. Aujourd'hui, est-ce que Michou et Inox, bon, on n'ira pas trop loin dans l'histoire de Rijo, mais est-ce que aujourd'hui, Michou et Inox, avoir les mecs qu'ils ont eu avec leur achat, ça les a pas aidés, tu vois, pour qu'ils aillent chez Webedia? Oui, pour construire ton image de marque, en fait. Vois. Donc, au final, cet investissement, en termes de visibilité, je le trouve quand même vachement intéressant pour la suite, tu vois. T'en penses quoi, toi, Drijo? Alors, moi, je pense déjà que les graphiques, ça reste des graphiques comptables, tu vois. Donc, parce que, en fait, on ne sait pas quelle est vraiment la popote à l'intérieur de Webed. Est-ce que l'OP, tu vois, est-ce que, je te dis une bêtise, est-ce que Squeezie, sur cette période-là, qui faisait une animation à la Paris Games Week, c'était facturé par Talentweb et pas par une autre entité de Webed? Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi, après, le truc, c'est que je pense que Webedia, alors à notre petite échelle, on fonctionne un peu pareil. Tu vois, nous, on a, par exemple, on vend une OP avec, avec Jill, peu importe. Ouais. Et puis, pour une marque X ou Y qui a en même temps envie d'une campagne display, puisqu'on a un site internet qui s'appelle Breakflip. D'accord. Et ben, du coup, effectivement, sur la part OP de Jill, c'est pas là qu'on gagne le plus, puisque c'est elle qui fait le boulot, tu vois, donc on prend un petit pourcentage. Par contre, sur la part où on met de la publicité sur Breakflip, bah là, tu marges à 100% sur ça, tu vois. Bah oui. Et je pense que Webedia, c'est la même chose. En fait, ils avaient besoin d'assets pour attirer les marques. Et après, on connaît la puissance médiatique de Webedia avec jeuxvideo.com, Allociné, Easy Voyage, je sais pas. Ah oui, bah là, pour le coup, t'as à boire et à manger. Hein. Ouais, ils ont tout. Bref, donc, et là, tu peux mettre du display à 50 000 balles la journée sur jeuxvideo.com et ta marge, c'est 100%. Quoi. Là, tu te fais super plaisir. Ouais. Donc, en fait, je pense que c'était dans une strate, en fait, d'essayer de pouvoir proposer... tu vois, des opérations de manière un peu exhaustive, quoi, tu vois, des packages, des gros packages, avec des endroits où ils margent plus qu'à d'autres.
Après, je te dis ça, j'en sais rien. Webedia, ça a toujours été très obscur, quand même, la stratégie de la boîte. Il y a certaines choses, c'est un petit peu obscur, mais je trouve quand même qu'on s'y retrouve. Et c'est là où moi, je pense que ça leur a vraiment mis un coup, dans la mesure où on se rappelle quand même que moi, février 2020, Accords Libres passe en live sur le stream à 22h, prime time, pète sa mère, je vais pouvoir enfin me remettre bien. Avril 2020, bah écoute, on n'a plus de thunes, là, on peut pas le garder. C'est vrai. Oh bah, bien sûr. Attends, en mi-avril 2020, après toutes ces bails de Covid et tout, il y a un paquet d'émissions qui ont sauté. Ils ont arrêté de live le matin, des bails comme ça. Le matin, c'est dommage. Hein. Tu vois, ils ont arrêté des tonnes de choses. Ils ont arrêté des tonnes de choses justement pour des prérogatives de budget. Il y a eu plein de départs, plein de bails. Il y avait un article Le Monde d'ailleurs. Oui, moi, je comprends. Ça, j'ai jamais compris. Parce que pendant le Covid, le CPM n'a pas descendu de ouf. Les abonnés étaient toujours là. Il y en avait même plus parce qu'ils étaient devant leur télé. Moi, j'ai jamais autant bossé que pendant le premier confinement de Covid, parce qu'il y avait énormément de budget qui était modifié. Modifié, tout ce qui était budget événementiel, sportif, les mecs étaient en chien. Tiens, on va bosser avec vous. On a fait des trucs avec Philips, avec des marques avec qui on bosse jamais d'habitude. Des belles marques, tu vois. Ouais, de Brossard, des mecs qui bossent d'habitude dans le sport ou dans l'événementiel. Donc franchement, le truc de Webedia qui a perdu, j'arrive pas à m'expliquer. Bah après, moi, j'avais vu un truc aussi, c'était par rapport à, ils possèdent Allociné Webedia. Ah oui, c'est vrai. Ben juste le fait, un truc tout con comme ça, ils ferment les ciné, plus de pub sur Allociné. Et même l'agence de voyage. Même l'agence de voyage. Ouais, voilà. Ils sont sur la partie gaming, tu vois. À moins qu'ils aient impacté du coup sur la partie gaming. Moi, sur la partie gaming, je l'ai pas senti, tu vois. Donc c'est ça que je trouve assez étonnant. Ouais, mais ça peut s'entendre, Toi, t'as quelqu'un qui te représente du tout ou tu travailles tout seul? Ouais, moi j'ai un agent. Oh, jure. Yes. Agent artificier. Un agent. J'ai un agent, ça fait combien de temps j'ai un agent? 2 ans, je crois. 1 an. Ok. Ouais, 1 an. Et ça va, il t'aide au quotidien, ça fonctionne comment? Ouais, en fait, c'est mon ami. C'est un peu comme toi et moi, c'est mon ami. Du coup, il va voir les marques, il démarche les marques et tout, il ramène des OP, il traite les mails. Et puis, des fois, on parle quand j'ai besoin de lui dire, ouais, tu penses, je fais ça et tout. On parle un peu ensemble. Et puis voilà, hein. Mais c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Moi, j'aurais pas pu tout seul, j'aurais pas pu, franchement. Parce que je sais pas négocier. Je sais pas. C'est un métier à part entière. Et puis, la première OP, moi, je m'étais fait avoir. Parce que tu sais pas le budget qu'ils ont. J'avais dit, ouais, il m'avait dit 700. J'avais dit, bon, vas-y, je monte à 1000. Comme ça, il descend à 800. Tu crois que t'es un négociateur. Mais en vrai, t'es éclaté. Tu vois. Bon, allez, non, je baisse pas. Ok, je le fais quand même. Tu vois. Et du coup, au final, lui, il m'aide beaucoup. Franchement, il est très fort. Très très fort. Mais tu veux pas donner son prénom, genre il a pas. Bah en fait, moi j'ai envie de dire à mon gars, l'agent, le frérot, le type, mais pas de prénom gros. Lui il aime pas quand je dis son prénom. Bon, mais dans le chat il y a son. Allez, dédicace à Ridvan, yes. Dédicace à Ridvan, le frérot qui t'aide, ça fait plaisir. Le frérot turkish. C'est cool, c'est cool. Du coup, voilà, c'était tout pour l'histoire. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, c'était un petit passage que je me suis dit, c'est cool. Et ça, quand j'y ai pensé, je me suis dit, ça va partir sur YouTube. Ça m'est bien. Du coup, depuis 2016-2017, l'arrivée de Webedia, on a vu un truc, c'est que ça a vampirisé beaucoup, tu vois, la scène. Il prenait vraiment une grosse partie des OP. La concurrence était féroce. Et on a vu la difficulté pour certaines marques, certaines entités, certaines agences, de vivre à côté avec les restes. Parce que si Webedia voulait pas travailler avec toi, des bonnes chances pour réussir à aller attirer des sponsors, sachant que eux prenaient le gros du truc. Ils possédaient les talents, ils possédaient les méthodes, ils possédaient les studios, ils possédaient tout. Et si de ton côté t'essayais de vivre, c'était vraiment compliqué. Et on pense notamment à Eclipsia, qui avait beaucoup de mal à l'époque à prospecter comme il se doit et à trouver des sponsors. Toi, Drijo, t'y étais, j'y étais sur la fin, donc on s'est connus là-bas. Donc c'est pour ça que il y avait pas beaucoup d'OP. Il y avait vraiment pas beaucoup d'OP. En plus, vous avez quitté d'ailleurs finalement pour lancer le Watt Social Club avec Iris et Corbier. Comment est-ce que tu te rappelles, comment tu décrirais un petit peu cette époque où en 2016-2017, quand eux ils sont arrivés et qu'ils ont vraiment tout chopé, ça a rendu le fait très difficile de pouvoir vivre à côté et de réussir à faire des trucs? Parce que vraiment, les OP qu'il y avait sur Eclipsia, fallait se réveiller tôt. Hein. Bah en fait, alors il y a un truc que j'ai jamais compris sur Webedia, c'est que nous quand on y était, je me disais putain c'est tellement gros, c'est tellement fort, tu vois niveau OP que en fait dans 5 ans tous les talents sont chez eux, tous les trucs qui pèsent sont chez eux et ils vont avoir un monopole quoi, tu vois. Bon, j'étais salarié, j'avais même pas encore l'idée de faire ma boîte. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, il y a quelques mecs et meufs brillants chez Webedia, il y a beaucoup de clampins, beaucoup de mecs
Non, mais beaucoup de mecs et de meufs complètement à la masse, nul. Qui comprennent rien du tout. Ils comprennent rien, ils sont là pour pointer. De toute façon, moins tu leur demandes, moins ils en font et ils sont nuls. Après, ça, c'est le monde de l'entreprise en général. Oui, bien sûr, mais pas plus là qu'ailleurs. Il y a des mecs et des meufs hyper brillants chez Webedia, mais il y a aussi une tripotée de clampins. Et puis, c'était pas la strate, en fait, de mettre bien leur talent. Il y a plein de gens, en fait, qui, tu vois, même, t'arrives même pas, même Squeezie, tu vois, et lui, il s'en va. Alors que virtuellement, Webedia a argent infini, donc il pourrait garder Squeezie, tu vois. Ouais. Bon, je sais pas exactement. Après, j'y bosse plus depuis assez longtemps, quand même, chez Webedia. Donc, mais comme dit Yas l'a dit dans le chat, Squeezie l'avait dit, Squeezie avait raison. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, en tout cas, moi, ma vision des trucs, c'était ça. C'était que, putain, ils peuvent se retourner un jour et nous dégommer, quoi, tu vois. Et quand on est parti chez Eclipsia, c'était l'impression qu'on avait, tu vois. Webedia, c'était extrêmement gros. Ils avaient lancé le stream. Ils ont piqué des gens pour monter le stream qui était l'ancienne TV1 d'Eclipsia. Ouais, Maxildan, Xari, Zulu. Et effectivement, à l'époque, c'était très très dur de trouver des OP. Alors moi, j'étais pas commercial du tout chez Eclipsia. J'ai aidé à monter les projets. J'étais plus chef de projet, on va dire. Mais c'était dur, quoi. Et puis quand on chopait un sponsoring, je me souviens de Intel à 10 000 €, tu vois, c'était une grosse OP chez Eclipsia. Genre, c'était la folie. Alors que 10 000 €, c'est pas une grosse OP, tu vois, du tout. Moi, il y avait même une pub avec Intel et Gibbs, je crois, un truc comme ça, qui avait été boosté avec c'était qui? C'est quoi le... C'était une marque de PC. Ça avait 1 million de vues sur YouTube avec 200 likes, le truc full AdSense. Full payé, ouais. Donc, c'était dur à l'époque d'avoir des OP, les éditeurs. Et puis, bon, il y a quand même une force que Webedia a toujours, pour le coup, c'est que t'es un éditeur. Là, tu sors un jeu vidéo, t'es Ubisoft, peu importe. Est-ce que tu vas t'emmerder à aller voir Samuel pour faire une petite OP avec lui, puis ça qui j'irai par Webedia, mais imaginons qu'il soit en solo, et puis Zerator, et puis moi pour bosser avec Solari et Magla, et puis tu vois, et puis non, en fait tu t'emmerdes pas, t'as 500 000 € de budget, j'en sais rien. Tu tapes à la porte de Webedia, bonjour, alors nous, faut ça. Nous on a le package complet, voilà, tu vas avoir une vidéo avec Michou, tu vas avoir 2 émissions sur le stream, tu vas avoir 3 jours d'habillage sur jeuxvideo.com. Ah tiens, on peut te mettre un peu sur Allociné aussi, et puis du coup, c'est pratique, tu vois, c'est pratique, c'est reconnu sur la scène, boum, je mets tout chez lui, quoi. Donc c'est la force qu'ils ont. Je sais même plus quelle était ta question. À l'heure actuelle, petite question, comment est-ce que tu fais à l'heure actuelle, en tout cas à cette époque-là, comment est-ce qu'on faisait pour cohabiter dans ce milieu ultra concurrentiel, même vous, comment est-ce que vous avez fait après, parce que tu cohabitais pas en fait. Eclipsia, ils ont struggle. Oui. À l'époque, pour moi, tu as lancé What Is Club au moment où Webedia commençait à... Parce qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. Ah oui, je sais. C'est complètement différent. En fait, aujourd'hui... Vas-y, dites, qu'est-ce qui est différent d'il y a 4 ans? Parce que je sais qu'ils sont ouverts. Ils ont plus de talent. Entre guillemets, tu vois. Enfin, ils ont beaucoup, beaucoup moins de talent. En fait, avant, ils avaient le monopole. Ils avaient le monopole média, ils avaient le monopole talent, ils avaient le monopole OP, etc. Et c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein d'agences. En fait, il y a plein d'agences. Et il y a aussi les marques qui ont compris que c'est pas parce que t'es pas une agence avec 2000 salariés que tu travailles pas super vite. Et en fait, le problème, c'est que... Et c'est le problème de toutes les grosses boîtes. Quand t'as trop de gens, ça met trop de temps. De ouf. Tu vois, ouais, il y a trop d'opérations et tout. Voilà, mais je te le dis, le mec d'Ubisoft, il m'a appelé il y a 3 heures. Ouais. 30 minutes après, il avait tout ce qu'il avait besoin, tu vois. Moi, j'ai pas besoin d'aller demander un machin, j'ai pas besoin d'aller... Dirigeant, pareil. Tu vois. En fait, on est... Du circuit court. Exactement, tu vois. Et aujourd'hui, tout va vite. Aujourd'hui, tout va trop vite. Et je t'assure que plus t'es rapide, que ce soit de qualité, bien entendu, tu vois, mais plus les marques vont comprendre qu'elles peuvent travailler aussi facilement avec toi et que c'est plus comme avant où tout était lent, où, tu vois, fallait passer par un tel, etc., où c'était des galères. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Et aussi parce qu'il y a plus de talent et qu'il y a une vague qui a frappé sur Webedia, c'est l'indépendance, tu vois. Et aujourd'hui, les streamers, et on le voit avec Chap, Gibbs, il y en a plein qui sont partis de ce que ça peut être des web TV, des collectifs, de ce que tu veux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent de l'indépendance. Et ça, Webedia n'est pas capable de le fournir en faisant un peu ce que peut faire Drijo et moi, tu vois. C'est-à-dire qu'on va fournir un encadrement
tout en laissant une indépendance à la personne. Et c'est ce que j'ai. C'est ça que les gens recherchent. Oui, ils ont changé. Oui, mais ça, ils le font maintenant, tu vois. Ça, ils le font maintenant. Avant, ils le faisaient pas du tout. Je pense que ça dépendait des gens. Pour être ce que tu je pense que décris, Domingo a toujours été archi-yimbe chez Webedia, tu vois. Bruce aussi, tu vois. Je pense que Bruce, Domingo, ils ont toujours été historiques. Mais tu peux pas faire que des profils historiques. C'est vrai. Moi, je pense qu'ils avaient quand même un bienfait, Webedia, c'est qu'ils ont été les premiers à évangéliser toutes les autres agences, toutes les marques sur l'e-sport, le gaming, etc. Ça a ramené beaucoup de sponsors endémiques et des marques qui ne faisaient pas du tout partie du monde du jeu vidéo dans ce monde-là. Ouais. Et ça, c'est une première chose. Et deux, et là où ils ont un peu déconné, c'est que ils ou pas, ils ont peut-être bien fait, c'est qu'ils ont profité aussi d'être les premiers et les seuls les plus forts. Ils avaient des tarifs très élevés pour des OP parfois complètement pourris. On les a tous connus, hein, les OP... Honor, tu vois, où tu vas à la Paris Games Week, je suis sûr que t'en as déjà fait. Honor, j'ai jamais fait. T'as jamais fait, bon. Ouais, jamais fait Honor. T'as forcément déjà fait une OP Webedia à la Paris Games Week où t'es monté sur une scène 4 minutes, 5000 balles, tu vois. Donc, les Paris Games Week, il y en a beaucoup ici, parmi les abonnés qui les regrettent, mais parmi les créateurs, il y en a. Mais bien sûr. Je peux vous le dire. Il y en a quelques-uns qui les attendent pour acheter leur piscine, donc oui, et le problème c'est que du coup avec ces OP un peu moisis des fois, je pense, t'as pas mal d'agences du coup market ou tu vois de côté marque pour le coup qui se sont dit bon qu'est-ce qu'il y a d'autre, et puis effectivement nous on est arrivé à ce moment-là, tu vois, et t'arrives à bosser et puis il y a des concurrents aujourd'hui qui voilà, des groupes médias comme tu vois Studio 111 etc machin, des gros groupes médias qui se disent attends on va pas laisser tout seul dans le gaming, il y a du blé à faire avec qui on peut et qui peuvent pas bosser avec Webedia vu que c'est leur concurrent tu vois bien industriel sûr. Donc même en termes de régie publicitaire et tout exactement ça. Donc avec qui on bosse donc on a eu la chance d'avoir beaucoup d'avoir beaucoup appris chez Webedia. Parle du Wall Social Club si t'as envie de vite fait dire ce que c'est. Non, mais attends, c'est son entreprise quand même. C'est pas ça. On dirait je l'ai obligé, c'est ton entreprise. Non, c'est pas ça. C'est que très souvent quand j'arrive en call commercial, je présente mon agence, tu vois. Donc j'avais pas prévu de le faire là. Bon, désolé. Globalement, donc on est une société, ça fait 4 ans qu'on existe. On a 3 activités. On a une activité agent de talent, tu vois, où on bosse avec des streamers, des youtubeurs, etc. Et notamment Solari. Ça nous arrive de bosser avec JL aussi. On a une activité média, donc très centrée sur Breakflip, donc qui est un site d'actualité de jeux vidéo, qui est assez gros, qui fait beaucoup de vues, qui dans certains classements serait même devant jeuxvideo.com, mais il faut pas le dire à Webedia parce que sinon il rage. Et on a une activité après d'agence un peu de conseils aux marques, etc. Des gens qui veulent se mettre dans l'e-sport et qui savent pas par quel bout tirer la bobine. Donc j'en reviens là où j'en étais. Donc la chance qu'on a eue c'est que on avait appris pas mal de trucs chez Webedia, 2 on n'était pas trop mauvais, 3 on avait un bon réseau, tu vois, avec Iris et Fabien on connaît à peu près tout le monde. Ouais. Et 4 effectivement je pense qu'on arrive au bon moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je sais pas si dans le sport ou dans la musique c'est pareil, mais je suis quand même toujours étonné du nombre de calls entrants qu'on a. Tu sais, le genre de mec qui slide dans tes DM ou qui t'envoie un mail et on veut faire du e-sport, du gaming. Du gaming. On était ensemble au call. On veut faire du e-gaming avec des cyberathlètes. Ça a l'air d'être vachement chambé. Donc, pour toucher les millennials. Pour toucher les millennials, c'est la génération Z. Donc, ils sont, on en a plein. Et en fait, aujourd'hui, trouver des OP, c'est pas si dur, tu vois. Après, faire des bonnes OP, des OP sympas, où le talent se fait pas douiller, où la marque est contente à la fin, ça, c'est vraiment le cœur du boulot. Mais trouver des OP, c'est pas dur, tu vois. Je dirais même que c'est assez simple aujourd'hui. En fait, elles viennent à toi. Ouais. Genre, en gros, en fait, pour moi, nous, notre taf vis-à-vis des talents, c'est surtout que l'OP, elle soit intéressante. Parce que les agences, les marques, elles arrivent toujours avec des briefs. T'as envie de te frapper la tête. C'est trop grave. On en parlait, j'en avais parlé il y a pas longtemps, tu sais, genre des hashtags, des conneries comme ça, machin. On est en 2022 et personne n'utilise des hashtags, tu vois. Ouais. Là, regarde, tu le mets pour faire un top tendance, si vraiment, tu vois, faut montrer au marketing et tout, tu vois. Mais ou pour retrouver les tweets pour ton reporting, quoi, tu vois. C'est tout. Sinon, c'est à part prendre de la place. Et puis, il y a des marques, elles viennent, elles te disent, mais en 3, 4.
on souffle fort, tu vois. On souffle fort. Mais ça c'est souvent des... Parce que là, par exemple, un truc qui est assez cool, c'est que toi, tu viens de ce milieu. Donc, dans ta manière, après, on va parler de comment est-ce que tu as fait pour commencer ce métier, etc. Mais toi, tu viens de ce milieu. Vous, Drijo, tu le disais, vous venez tous de ce milieu. Donc, vous en connaissez les rudiments, vous savez comment ça fonctionne. Alors qu'il y a encore des tonnes d'agences de marketing, quand elles vont, par exemple, bosser avec une marque au moment de faire un brief, c'est des mecs qui vont bosser avec ses clients, qui vont commencer à s'intéresser au gaming, mais les agences au début, quand elles vont chapeauter ces OP, c'est pas des agences qui sont spécialisées de ce que nous on fait. Et donc du coup, vu qu'elles ne le sont pas, elles vont arriver avec des briefs, comme tu le dis, à tomber par terre, en mode oui, alors nous on aimerait ça avec 14 hashtags. C'est grave. Alors avec cette formulation, et attention, tu dis bien que l'Intel Pentium... Enfin, tu vois, genre des messages à passer absurdes et des manières de faire où t'as l'impression vous êtes un panneau de pub, quoi, tu vois. Et ça donne des trucs très gênants. Moi, dans pas longtemps, j'ai une OP et dans le brief, elle a dit. Oh mon dieu, j'ai dit elle. Oh, c'est pas grave. T'inquiète, ça change. Elle a dit écrivez pas frérot ou. Alors que quand je parle à la commu, je dis wesh la mif, ça va les frérots et tout, hey. Mettez surtout pas ça, faut pas le mettre et tout. Ok, y a pas de souci. Faut écrire dans un 100% tu veux le dire. Ouais, je pense aussi, mais bon. C'est incroyable. Des fois, les conditions qu'il pose et tout. Tu lui dis, ça va pas marcher si je fais ça. Fais quand même. En fait, ouais, mais tu veux tes impressions derrière. Oui, mais fais. Ah bah quoi. Ok, vas-y, je le fais. Et donc du coup, par rapport à un 2016, 2017, parce qu'on était en train de parler de ça, vous avez maintenant ça s'est un peu plus ouvert et vous arrivez à choper des trucs beaucoup plus intéressants. Par exemple, toi, t'as parlé, moi, en checkant la page internet du What Social Club, je vous avais fait Arcanix Solari, des clips Logitech, vous avez fait même des trucs avec la Carmine, avec Prime et tout machin. Donc, c'est quand même assez. Ouais, c'est cool. Pour le coup, on a bossé sur le lancement de Carmine, qui maintenant ont pris leur indépendance, on bosse quasiment plus avec eux. Mais tout le lancement, pour le coup, c'est nous qui avons bossé avec Prime et Kamel. On bosse avec Solari, on a fait le lancement. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur tout ce qui est marque endémique, c'est de notre milieu, globalement. Là, on bosse en direct, tu vois, avec les éditeurs de jeux vidéo, les constructeurs PC, les périphériques, même téléphone, Orange, enfin tu vois, tout ce qui est à peu près de notre milieu, ça va. Maintenant, faut pas rêver, quand on va bosser avec un Sodebo ou Duracell ou McDonald's ou Eat Salad, ça passe toujours par une autre agence, tu vois. Pourquoi ? Parce que, tu vois, Justin Bridou, pareil, ça passe par une autre agence. Pourquoi ? Parce que, en fait, Justin Bridou, il sponsorise le sport, mais c'est pareil pour les autres marques, depuis 40 ans, quoi, tu vois. Donc, forcément, tu vois, ils ont des facilités de bosser avec une agence avec qui ils ont l'habitude de bosser dans le sport. Et donc, du coup, nous, on arrive en amenant la Bricky Sport à cette agence qui fait du sport d'habitude. Mais, ouais, aujourd'hui, voilà, la vraie difficulté, c'est de faire comprendre aux marques, effectivement, ce que tu disais là, tu vois, que faut pas faire n'importe quoi, que un streamer c'est pas un YouTuber et c'est pas un joueur e-sport, c'est pas la même chose, tu vois, les trois, que si tu fais une OP à la con un soir 2 heures de stream avec Zach Nani ou avec n'importe quel YouTuber, t'auras pas des retombées non plus extraordinaires, ça va pas changer l'image de ta marque auprès des jeunes. Non, ça va pas transformer le truc non plus. C'est plus long que ça. Bon, voilà, il y a quand même beaucoup il y a beaucoup d'explications à donner à ces marques-là, mais il y a quand même beaucoup d'intérêt de l'autre côté, donc c'est cool. Ça va, Yass, il t'a pas trop embêté? Je l'ai vu, il est venu dans le chat, il t'a dit regarde ton téléphone. Non, t'inquiète. Non, c'est... Il est banni quelque part encore? Non, c'est pour autre chose, mais non, tranquille. Yass s'est fait ban Discord il y a quelques jours, après cette fait ban de Twitch, cette fait ban de Twitter, cette fait ban de Insta. Il m'envoie un message, il me dit Sam, faut que je te dise un truc. Donc déjà, tu vois, quand il commence avec ça, soit il a une idée de merde, soit il va me dire une dinguerie, tu vois. C'est forcément un des deux, genre. Donc, il m'envoie un message, il me dit ouais, Sam, faut que je te dise un truc. Donc, juste pour remettre dans le contexte, il s'est fait ban Insta 2 fois, il y a genre, je sais pas, peut-être 2 mois, tu vois. Ouais, ça, et TikTok, etc. Tu vois, donc, TikTok aussi, wow. Twitter, ça bouge pas, mais. Donc, il m'envoie un message, il me dit ouais, faut que je te dise un truc. Je dis quoi? Il me dit, je me suis fait ban Discord. Pourquoi? Pour avoir montré un pied, je crois, un truc comme ça, tu vois. En gros, il regardait des images que ses abonnés lui envoyaient. Il lui a envoyé sa blessure.
Mais je savais pas que Discord. Avec la peau et Je savais même pas qu'on pouvait se faire ban de Discord, moi. Je vois tellement de dingueries passer sur Discord. Le mec s'est fait ban de Discord. Mais d'ailleurs, c'est bien qu'on en parle parce que toi, Samuel, t'es pas vraiment une agence, mais t'es un agent à titre individuel. Tu travailles avec pas mal de talents, notamment Yas, parce qu'on vient d'en parler. Dédicace à Yas quand même. Pas mal de personnes de chez JL, peut-être d'autres personnes, je sais pas. En gros, j'ai une vingtaine de talents. Propre. Et moi, justement, ce que j'ai toujours détesté dans ce milieu-là, c'est vraiment le mot agence. C'est un mot qui m'énerve, tu vois. Et moi, ce que j'essaie de fournir, c'est comme ce que ferait une agence, mais moi. À titre individuel, tu vois. Parce que je trouve que la proximité... Après, moi, la différence, c'est que moi, je suis vraiment... Si on doit qualifier ce que je fais, c'est purement du management. C'est-à-dire que moi, je vais pas aller chercher des OP. Bon, je vais gérer beaucoup d'OP parce qu'aujourd'hui, les gens me situent et savent... Enfin, en tout cas, les agences me situent et savent dont je m'occupe. Et donc, ils peuvent venir me voir en me disant, OK, bah là, c'est ce qui m'intéresse, etc. Sinon, globalement, je passe par des agences comme What Social Club. D'accord. Ou d'autres groupes qui peuvent justement m'aider à aller démarcher des marques ou des sponsors. Parce que moi, mon cœur de métier, c'est vraiment le management. Tu vois. Mais du coup, en parlant de ce cœur de métier, comment est-ce que tu t'y es mis ? Comment tu as rencontré ces personnes et eu suffisamment, on va dire, confiance avec elles pour pouvoir gérer leurs affaires C'est quoi la différence entre toi qui travaille pour plein de gars à un titre individuel, par exemple, et une agence qui possède également plein de talents, tu vois? Alors, sur le papier, il n'y a rien qui change. Ok. Tu vois, parce qu'au final, on fait le même métier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ce que je fais moi chez Webedia, par exemple, talent manager. Pourquoi je m'y suis mis et comment je m'y suis mis, on va dire que pour moi, le management, c'est inné. C'est comme le commerce. Tu vois, c'est quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui s'apprend. Tu vois, c'est quelque chose qui... tu l'as dans le sang, tu vois. Donc, pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie. Ok. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai aussi fait des études là-dedans. Tu vois, j'ai un double master en management, etc. Et donc, comment je suis arrivé jusqu'ici, j'ai lancé une première agence avec quelqu'un qui s'appelle Charles Bruet. D'accord. Ça me dit quelque chose, ouais. Ça me dit quelque chose de fou. Ouais. Donc, on a lancé ça tous les deux. Au début, c'était vraiment pareil, une agence de management. On s'occupait, je me souviens, de Rezia et d'une autre personne que tu dois connaître qui est Wailers. Ah bah oui. Voilà. Bah, Rezia, pour le coup, c'est joueur FIFA. Ouais, joueur FIFA, ouais. Et Wailers, c'était à l'époque où il partait de chez V pour aller chez Supremacy. Ouais. L'époque des dramas. Ah oui, je vois que monsieur, il a direct mis les mains dans le cambouis, ça fait plaisir. C'est ça, tu vois. Donc, d'ailleurs, une merde à gérer. Gros, ça a 5 ans de recul, hein, ouais, si t'as envie d'en discuter, tu peux. Hein. J'ai dû gérer à 2h du matin des clowns de partout, bref. Dès ce moment-là, j'ai compris que ce milieu-là... c'est rempli de clowns. Il y avait de l'arnaque, tu vois. Et donc après, on a lancé Prism. Donc là, j'ai rencontré Thomas, Tixi et Machoué, forcément. En gros, j'avais un rôle de... je m'occupais par-ci des OP. En gros, on a lancé ça à 4. Je m'occupais par-ci des OP, par-ci des talents, plutôt sur le côté gaming, tu vois, donc principalement Tixi, Clever, qui jouait encore beaucoup à Fortnite. Ah bah là, c'était à ce moment-là, il se la donnait. C'était vraiment l'époque de Prime, World Cup et tout, donc je m'occupais j'avais monté un staff pour le coacher, etc. Bref, je m'occupais quasiment à 100% de lui, parce que lui habitait pas à la villa à l'époque. Enfin bref. Et donc, quand on est parti de Prism avec Thomas, on s'entendait super bien, tu vois, et on s'est dit direct, on va travailler ensemble. Ouais, on continue. Ouais. Voilà, il savait ce que je faisais, il savait l'XP que j'avais pu avoir, les contacts, etc. Et puis il m'avait vu taffer pendant longtemps. Et en gros, quand il est parti, tu vois, quelques mois après, il est parti, je crois, au mois de mars pendant le confinement, tu vois. Quelques mois après, moi je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ok, bah, moi je quitte pour toi. On taffe ensemble. Oh, la loyauté, elle est belle quand même pour le coup, hein, c'est joli. Hein. Je quitte pour toi, on taffe ensemble. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire, tu vois, on nique sa mère. Parce que je savais qu'il avait un potentiel de fou. Et ça, je l'ai su, parce que je me souviens, la première fois que je l'ai vu, tu vois, forcément, il était à côté de Machoué et Tixi, tu vois. Et t'es petit. Tu vois, quand t'es à côté de Machoué et Tixi à l'époque. Bah, Machoué et Tixi 2018. C'est Prime, tu vois, c'est numéro 2 et 3 code créateur avec Michou devant, tu vois. Donc, c'est Prime, tu vois. Et pas bien, tu vois. Moi, je lui dis, frère, si t'es là, je te jure que c'est qu'il y a une bonne raison et que tu vas tout déchirer, tu vois. Pendant l'époque Prism, il a explosé, tu vois. Et après, on s'est dit, bah là, on peut travailler ensemble. Et moi, je me suis beaucoup inspiré pour travailler avec Thomas d'Élise. Oh, intéressant. Élise qui gère Gotha. Élise qui gère Gotaga. Ok. Et parce que justement, j'avais aussi pu taffer avec Gotha. C'est public, mais Prism, il y avait des discussions avec, etc.
Et donc, du coup, je me suis beaucoup inspiré d'elle parce que j'ai toujours trouvé que ce qu'elle faisait, c'est quelque chose qui se faisait très peu. À l'époque, il y avait Elise, Dash, tu vois, pour Gotha et Zera. Mais les gens n'arrivaient pas encore à capter le besoin que ces personnes-là avaient en termes d'encadrement. Tu vois. Et ça a doublé avec le fait qu'il y a eu la JL House 2.0. Du coup, ça a permis... moi, j'ai commencé à m'occuper du coup de tout le groupe, tu vois, en plus des autres talents que j'avais. Et puis maintenant, on est là. C'est propre, hein. Maintenant, on est là. C'est intéressant parce que tu vois, se dire un gars qui devient comme ça, tu vois, manager d'autres, d'où est-ce que ça part, comment ça se fait, c'est toujours intéressant à écouter, tu vois. D'ailleurs, en termes de gestion, et là, c'est vous deux, vous allez pouvoir me parler, quand ça se passe le conseil un peu auprès des personnes avec qui vous travaillez, là, tu nous as dit, quand tu essayais de donner confiance à Thomas et tout, ou alors des fois, quand vous avez rencontré des situations, des fois, qui pouvaient être un peu difficiles, toi, par exemple, le ban récent de Tommy, ou alors quand Solari a eu à gérer un peu le ban de Chap et tout, ou peut-être même, est-ce que vous avez déjà eu des OP qui ont sauté à cause de problèmes d'image, de comportement, de soucis? C'est intéressant à savoir. Les deux non, parce qu'en fait, les deux, ils ont dégainé ce truc. Brijo, je te laisse y aller. Je sais que t'as envie de parler des bans et tout. Non, mais en fait, parce que... Alors, Moi, en fait, je suis en train de penser à toutes les crises, mais alors, le truc, c'est que la plupart, on peut pas en parler. Non, mais même si c'est fait en surface, Ouais, je pense que c'est intéressant à écouter. Non, je pense que un des avantages qu'on a, et c'est pour ça que, en fait, quand tu... Bon, je prends un streamer, X ou Y, quand tu as une relation saine avec lui, le but, c'est que tu puisses lui dire aussi quand il a fait de la merde, quoi, tu vois. Chap, quand il s'est fait ban, on lui a dit, frère, t'as fait de la merde. Enfin, bon, effectivement, 6 mois, c'était beaucoup, mais bon, quand même, t'as fait de la merde. Et pour pouvoir gérer... En fait, le souci, c'est que, vu que tu gères, entre parenthèses, de l'humain, c'est très simple. Et tu vois, je suis en train de voir dans mon angle Sam qui est en train de faire le truc. C'est très simple de jamais s'arrêter de taffer, en fait. Tu vois. Parce que tu vois, quand tu as un collectif que tu gères à 10 talents, il y en a toujours un à n'importe quelle heure. Il y a les matinaux, il y a ceux qui se lèvent à midi, il y a ceux qui sont le soir, la nuit, le week-end, tu vois. Ouais, c'est un tout. Ah ouais. Et en fait, tu vois, si toi-même, tu te mets pas une discipline en disant, vas-y, alors à part, évidemment, n'importe lequel des gens avec qui je travaille, s'il y a un problème le week-end, un vrai problème, je peux le gérer. Bon, frère, si t'as pas reçu ton casque Logitech vendredi, tu vois, lundi, me casse pas les couilles samedi après-midi, quoi. Ouais, c'est pas dramatique. Tu vois, c'est bon, quoi. Je suis pas non plus ton chien. Donc, il y a un rapport quand même à mettre en place avec eux. Mais effectivement, comme le dit Samuel, je pense que c'est très difficile à apprendre, en fait. Tu vois, il y a des anicroches qui se font avec certaines personnes et pas d'autres. Moi, il y a certains talents avec qui on a essayé de travailler et puis ça accroche pas et puis ils sont partis ailleurs, quoi. Tu vois, c'est pas très grave. Je pense pas que ce soit possible, par exemple pour nous, un jour d'avoir une position dominante avec tous les talents. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient pas bosser de la manière dont on bosse. Tu vois, c'est très différent d'une agence à l'autre ou d'un agent à l'autre ou d'un manager à l'autre ou d'un talent à l'autre. Il y a plein de talents aussi qui bossent sans talent, tu vois, sans agent. Sans agent, ouais. Et qui gèrent tout, alors de moins en moins quand même parce que c'est très chronophage, tu vois. Et ça reste un vrai métier. Ouais. Et de répondre à toutes les sollicitations que tu as, etc. machin. Mais ça existe encore, ouais. Samuel? Moi, je trouve Drijo, il a bien répondu. Moi, en fait, je t'avoue, c'est un sujet, je peux pas. Non, mais. Je peux pas l'aborder, moi. Non, ça, je le sais, mais sans parler de ce ban de Tommy, je veux dire, de manière générale, quand tu gères et qu'arrive peut-être un moment, ne serait-ce que même difficile, ou alors même au moment de parler pour une OP, est-ce que tu as peut-être eu à des moments, est-ce que je disais, des soucis d'image qui ont pu se poser dans la réalisation d'une OP qui a fait que ça s'est annulé ou que ça n'a pas eu lieu? Est-ce que tu as déjà eu des situations comme ça à affronter? Ouais, alors, vis-à-vis des OP, en fait, juste déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dont je m'occupe, c'est beaucoup l'humain, tu vois. Ouais. C'est principalement l'humain, tu vois. C'est-à-dire que, donc moi, les OP qui foirent, il y en a très peu, j'en ai vraiment eu très peu, tu vois. Ouais. Bon, j'en ai eu une récemment, mais si j'en parle, je vais m'énerver, donc mais tu vois, par exemple, des OP annulés, tiens, Yas, partie poker. Tu vois, on avait un truc. Qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Non, même pas, les résultats, tu vois.
Juste en gros, les résultats d'autres gens, ils ont tout cancel, tu vois. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Je te jure que la C'est-à-dire, première j'ai fois pas que ça m'est compris. arrivé, C'est-à-dire en gros, on avait signé des deals et tout. Première fois que ça m'est arrivé, tout est cancel. Parce que les résultats des autres étaient catastrophes, genre. Donc ils avaient essayé de faire une OP avec d'autres mecs, et Ouais. vu que ça avait pas fonctionné, ils ont annulé tout le reste. Gros, je te jure que j'ai appris ça. J'ai jamais vu ça. Wow. Et vas-y, je te dis la vérité, c'était une agence de fous et j'avais pas envie d'aller me battre, tu vois. Là, je te mens pas, là, c'était se battre. C'est David contre Goliath. Ouais. Même si on voit des avocats, ils m'auraient envoyé. Bref, tu vois. Mais c'est beaucoup d'humains que moi j'ai à gérer. Et par exemple, ça prend beaucoup de temps, mais les personnes dont je m'occupe, ils savent n'importe quand. Ils peuvent m'envoyer un message, et c'est déjà arrivé, tu vois, plein de fois. Ils peuvent m'envoyer un message et on s'appelle et ça dure 3 heures, ça dure 3 heures. Tu vois. Je vois. Mais parce que pour moi, c'est ça dont les créateurs de contenu ils ont besoin. Pour moi, c'est vraiment, ils ont besoin. C'est bon, négocier des OP. Aujourd'hui, je trouve que les marques essayent moins de la mettre qu'avant, déjà. Avant, elles aimaient trop essayer de la mettre. Avant, Je t'ai envoyé un manga, fais-moi un tweet. Ouais, tu vois, avant, ils avaient trop la pine facile. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Un peu quand même. Un peu, ouais, mais c'est beaucoup. Je te jure que c'est vraiment par rapport à avant, c'est beaucoup moins le cas, tu vois. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je négocie des OP. Moi, je connais justement des streamers et des youtubeurs qui n'ont pas d'agent, mais qui ont quand même besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, tu vois. Mais qui n'ont pas besoin de quelqu'un pour négocier des OP, qui n'ont pas besoin de quelqu'un pour aller chercher des trucs comme ça, tu vois. Soit parce qu'ils sont trop gros, soit parce qu'ils ont ils se débrouillent tout seuls, tu vois. Mais pour moi, c'est ça en fait qui manque beaucoup dans ce milieu-là. C'est des personnes qui s'occupent réellement des talents et qui ne voient pas les talents comme une machine à thunes, tu vois. Parce que moi, par exemple, tu vois, un truc tout bête, moi, je me rémunère uniquement sur les OP. Donc tu prends un pourcentage Moi, je prends sur ce un que tu as pourcentage sur les négocié OP, pour les autres. Mais après, la personne, elle sait très bien. Moi, ce que je fais, par exemple, avec que ce soit mes joueurs ou mes influx, je les appelle au moins une fois par semaine, une fois tous les 4 jours, tu vois. Même ça dure 2-3 minutes, on s'en fout. Là, c'est juste que la personne, elle se sent écoutée, elle sent qu'il y a quelqu'un qui est toujours là pour elle, tu vois. Et en fait, ça, et c'est le gros problème, je trouve, encore de ce milieu, c'est que c'est beaucoup trop rare. C'est beaucoup trop rare. Ça manque de ce genre de personnes, j'en connais quelques-unes, tu vois. Et chez Watt, il y en a. Mais ça manque énormément de personnes qui sont vraiment sincères et parce que les agences, il y a tellement eu d'argent dans ce milieu qu'aujourd'hui, beaucoup de gens voient que de l'oseille. Et je les comprends, hein, mais il y a beaucoup de gens qui voient que de l'oseille, tu vois. Et je trouve qu'il y a encore pas assez d'humains qui accompagnent les créateurs. Moi, je pense que c'est les gens. C'est beau, c'était beau. Là, c'était bien dit. C'est bien. Nous, on a le même modèle, c'est-à-dire on prend un cut sur les OP, après le reste de leurs revenus, ils se démerdent, donc on prend rien sur les bounty aussi. Un bounty, les gars, qui arrive là, il y a un trailer de film. Donc, non, mais effectivement, mais je pense que les gens qui bossent avec nous, c'est absolument pas parce qu'on est la meilleure agence pour leur trouver des OP. Tu vois, c'est pas ça. Je pense que les gens qui bossent avec nous, c'est ils ont confiance, ils savent qu'on va pas les douiller, tu vois. Ils savent qu'on va pas les vendre 2 fois plus cher et puis garder une partie de la thune, tu vois. Bon, c'est la base. Ils savent que l'OP, on va faire en sorte qu'elle soit pas chiante aussi. Ça, et aussi d'être carré, tout simplement. Mais bien sûr. Et puis d'avoir un brief, tu vois, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Ok, j'ai compris, voilà. Ils savent qu'on va checker les contrats, qu'on va être carré, voilà. Et puis, ils savent aussi que hors OP, on peut discuter de leurs projets, de leurs machins. Et l'avantage qu'on a, c'est que, alors moi, ça fait j'ai 40 ans, ça fait bientôt 15 ans que je suis dans ce milieu, tu vois. Donc, il y a... ouais. 40 balais déjà. 40 balais. Et j'ai commencé à jouer avec mon fils à LoL. Là. Incroyable, incroyable. T'imagines ? Live goal, tu duo avec ton gosse. C'est vrai, incroyable. C'est beau ça. Et en fait, le truc, c'est qu'on peut discuter. J'ai un avis qui, je pense, peut être pertinent sur les émissions que tu as envie de faire, les projets que tu veux monter. Là, en ce moment, tes contenus YouTube, c'est un peu bidon, tu vois. Et ils l'entendent, les gens avec qui on en parle. Tu vois, je suis pas... voilà, parce qu'ils savent très bien que ce sera toujours... un, bienveillant et deux, constructif, et que si je peux les aider moi, quand je dis moi, c'est tous les gens avec qui je bosse, hein, si on peut les aider à régler leurs problèmes ou à essayer de faire encore mieux que ce qu'ils font d'habitude, on le fera, quoi. Donc ouais, c'est un travail très complet. En fait, c'est vrai que quand on en parle en surface de ce taf-là, on peut avoir l'impression que c'est juste passe-plat, quoi, tu vois. C'est combien ? Ok, bah tiens, voilà, c'est 5000, tu fais ton caca, là, voilà, et puis tu factures et c'est réglé. Bon, c'est plus compliqué que ça, quand même.
Tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit faire les choses carrées, parce que des fois, ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir des trucs où c'est pas carré, et moi, ça me met en rogne. Et genre, vraiment, des fois, alors, je vais donner un exemple. Un jour, j'avais, genre, c'était il y a 2-3 ans, un truc à ça, j'avais une opération commerciale. Non, c'était pas il y a 2 ans, il y a 1 an et quelques. J'avais une opération commerciale pour un truc où je devais arriver et jouer quelques heures à un jeu, tu vois. Et genre, on était 2-3, comme ça. Et genre, j'arrive sur place et c'était un samedi, tu vois, et matin en plus, un truc comme ça. Genre, samedi matin, l'horaire était un petit peu les enfers, tu vois. Donc, je me lève, j'y vais et tout. J'arrive sur place et genre, le PC, il lag. Et genre, la personne avec qui, tu sais, qui était censée gérer la prod, mais t'as essayé au moins? Non. Ah ouais. Et après, tu passes 2 heures comme ça à laguer sur c'est grave, hein. Une OP où ça, on va dire que le rapport est plus ou moins avec les marques de PC. Et toi, t'es là, mais vous foutez de ma gueule, c'est quoi le... Bon. Et t'es là, obligé de passer gueulante un samedi après, gros. Et moi, j'ai passé 2 heures, 3 heures horribles à chier, franchement. Mais j'ai dû le faire parce qu'il fallait le faire. Et une organisation où des fois, c'est ça que j'ai dit, faire les choses carrées, c'est aussi une qualité qui va des fois. Mais tu sais aussi, moi, il y a un truc que j'ai remarqué il y a pas longtemps, et ça c'est surtout sur les gros projets, c'est qu'il y a certains créateurs qui n'osent pas dire non. Tu vois C'est-à-dire bah en gros, regarde, je te donne un exemple. Ouais. Bon, je sais pas si j'ai le droit, mais c'est pas grave. La dernière fois, on a fait une OP avec AliExpress. Ouais. Ok. Tu vois, et en gros, on arrive et bonjour, voilà, vous lancez votre live. Ah oui, mais il y a quand même du son de. Enfin, il y a un concert, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du son, c'est pas ouf, tu vois. Donc, on fait des tests et tout. Catastrophe. Ouais, inécoutable, genre. Et là, ça commence à mettre la pression à Elias pour qu'il lance. La flemme. Et tu vois, Elias, il est en mode ah ouais, mais tu vois, bah. Tu vois, grosse OP et tout, tu vois, genre c'est difficile d'aller quand t'es en flux, c'est difficile d'aller contre le client, tu vois. Un peu comme ce que t'as dit tout à l'heure, tu vois. Genre tu te plies. Ouais, tu te plies, tu dis ok, bon, bah, je garde les termes comme dit, tu vois. Et gros, je lui ai poussé une gueulante, frère, je lui ai dit mais c'est jamais de la vie, tu vois. J'ai dit tant que moi je te dis pas qu'on lance, on lance pas, tu vois. Et si l'heure de prévu c'est 21h et qu'on lance à 21h30 parce que derrière t'as pas fait ton taf, pas mon problème, tu vois. Mais Elias égale qualité de fou, égale premium, égale faut que ça soit bah oui, carré, tu vois. Ou en tout cas au mieux possible et que ça soit au moins écoutable, tu vois. Ouais, bah, logique. Sinon après sinon ça sert à rien, tu vois. Et ça c'est ce genre-là où j'ai remarqué que vraiment il y a beaucoup d'influx qui osent pas pour plein de raisons différentes, tu vois, parce que ça se trouve la marque elle va s'énerver et donc du coup ça va niquer ses prochains deals, ou bien ça va donner une mauvaise image ou ce que tu veux, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important qu'il y ait toujours quelqu'un, tu vois, qui accompagne les talents dès qu'ils vont faire quelque chose. Tu vois. Parce qu'il y a trop de fois où, bah justement, certains talents n'étaient pas accompagnés et les marques ont abusé. Moi, je me souviens d'une OP avec une agence, avec Prince, à l'époque où je m'occupais de lui, parce qu'aujourd'hui, je m'en occupe plus, il est chez Smile. Alors moi, j'étais en Tanzanie, tu vois. Donc, il y avait vraiment une raison qui faisait que je pouvais pas y être, tu vois. J'étais en Tanzanie. Et Prince m'appelle, tu vois. Et le mec de l'agence, il commence à lui insulter de tous les noms, tu vois, en mode ils m'ont laissé tout seul, ils sont partis, ils ont rien fait, ils ont rien rangé, c'est le bordel, ils m'ont parlé super mal toute la journée, tu vois. Ah ouais? Et j'étais en mode, mais j'ai jamais vu ça, tu vois. Jamais vu ça, tu vois. Et alors, bizarrement, même OP différente, mais avec même agence, tu vois, moi sur place, carré, rien dit. Carré. Rien dit, tu vois. Et là, bizarrement, c'était tout carré, tout propre. J'étais en mode, mais bah ok, bah ils vont aller se faire enculer, tu vois. Avec leur OP de merde en plus. Donc, ouais, et le problème, c'est que, bah, tu sais, le talent, il se dit pas, je vais aller contrer, parce qu'en même temps, c'est lui qui paye, tu vois. Ouais, je sais. Et vous savez, vous, en tant que talent, que quand c'est une belle OP. Mordre la main qui nourrit, ça. T'as pas envie, tu vois. T'as pas envie, genre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et ça, c'est ce que je vois chez beaucoup d'agences, tu vois, prennent trop la confiance. Elles pensent vraiment que les talents, c'est je suis d'accord. C'est des merdes et tout, tu vois. Ils veulent rien entendre, des fois, ouais. Moi, je sais qu'il y a plein d'OP que j'ai refusé parce que, et ça rejoint plutôt ce que tu disais tout à l'heure, ça voulait pas changer le brief. Ils gardaient leur pitch, ils voulaient pas le changer alors que c'était catastrophe. Ouais, c'était trop gênant. C'était, alors qu'ils se rendent pas compte que tu fais ça pour que le truc il passe bien, et après c'est tout bénéf pour la marque. Exactement. Mais surtout parce que tu sais communiquer auprès des gens qui te suivent. Oui, parce que exactement. S'ils te suivent à la base, c'est aussi parce qu'ils suivent pour ce que t'es. Oui, et si d'un coup tu te travestis entre guillet bizarrement à devenir un peu plus chelou, en fait, c'est le créateur de contenu qui connaît son audience, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours
excuse-moi, faut toujours le laisser aux créateurs de contenu, tu vois. Moi, il y a pas longtemps, j'avais vu pareil. Genre, j'apparais dans une émission, il me disait tiens, on te laisse une chronique, tu fais ce que tu veux. Moi, je dis propre, trop bien. J'arrive avec l'idée, je leur ai écrit la chronique et tout. Moi, faire des chroniques, j'aime bien, tu vois. J'envoie, et ils me disent ouais, bah, ça c'est pas mal, mais par contre, ce serait bien que tu le fasses un peu sous forme de jeu. Moi, je dis bah non. Bah, c'est nul le jeu là, tu vois. Genre, je vois l'émission, je vois comment elle va se passer. Et puis, en fait, c'est particulier parce que quand tu commences à être très expérimenté dans un truc dans la vie, ça veut dire ton avis va être plus pertinent, mais paradoxalement, tu vas aussi avoir du mal à te remettre en question, tu vois. Oui. Tu vois ce que et je à veux dire l'expliquer à quelqu'un qui est pas d'accord, tu vois. Voilà. Mais sauf que pour le coup, tu vois, avec cette expérience que j'ai des émissions, j'en ai fait des centaines des émissions littéralement. Le gars, je lui dis, je pense que pour le flow de l'émission, c'est mieux si tu me laisses faire mon truc, tu vois. Donc je lui dis, non, franchement, je pense pas que je vais faire un jeu. Et le gars me dit, si, tu vas faire un jeu. Waouh. Je lui dis, mais gros, tu me viens me proposer l'OP à la base avec une carte blanche. Et après, derrière, il me reprend, il me retoque deux trucs. Il me dit, si, tu vas faire un jeu. Et à la fin, je lui dis, bah écoute, moi, je vais te donner une option très simple. Si t'as envie d'avoir Zach Nani tel jour, telle heure, on ne fera pas de jeu. Et ce sera de la manière dont corriger des choses, changer des trucs dans la chronique. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Je suis pas un mec parfait qui te sort que des masterclass tout le temps. Ça m'arrive de faire des stingers, tu vois. Mais qu'on m'impose un truc, mais un peu, tu sais, sous une forme de bienveillance, un peu, si. Tu vas faire le jeu. Tu vas le faire, le jeu, hein. C'est nous, on paye. Après, t'as des marques. Ça m'a gêné, genre. Alors, t'as aussi des gens, par exemple, alors c'est très valable avec Solari, par exemple. Ouais, vas-y. Les mecs qui veulent parler, ouais, mais on aimerait quand même parler à Solari, tu vois. Alors, au bout d'un moment, les mecs te saoulent, tu vois, et je leur dis, bah tiens, je file le contact d'Amaury ou n'importe Tenez qui. ça corps. Tiens, vas-y, essaie de lui parler. Putain, attends. 4 jours après, personne ne lui aura jamais répondu. Et le mec revient, ouais, ils me répondent pas. Je dis, ouais, je sais. Bon, on peut discuter maintenant, quoi, tu vois. Et après, et là, bon, après, je me permets de le faire parce que c'est Solari. Après, t'as aussi les filles, tu vois, quand tu bosses avec Jill et Magla. Tu donnes pas le contact aussi facilement parce que, alors, je sais pas, le fait que c'est des filles, les gens se permettent de demander plus de trucs aussi. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ah, mais je parle pas de trucs creepy de ouf, hein. Mais je sais pas, ils sont plus. Des petits tweets. Tu vois. Ouais, les petits tweets, les petits machins, tu vois, gratuits. ils sont chiants, quoi. On serait sympa. Exactement. Tu serais mime. Non, ils sont relous, quoi. Ils sont relous. Je suis sûr que toi, avec Julia, c'est pareil. Oui, c'est catastrophe. Oh, je suis mort. Mais tu sais que je me rendais pas compte de ce côté-là. Ah, si. Genre, ils disent, ouais, une meuf, c'est naturellement plus gentil ou un truc comme ça. Ouais, exactement. Ils appuient un peu sur la. Ouais, exactement. Et bizarrement, à Thomas, on lui demande rien de plus, tu vois. Thomas, là, avec la bonne coupe de cheveux vénère et tout, là, on se demande rien. Rien du tout. Vous êtes quasi 2000 en tout cas pour cette émission. Pour l'instant, ça fait super plaisir. Merci les frères, j'espère que vous passez un bon moment. C'est une émission de reprise à la cool et tout. Et franchement, ça se passe bien. Je suis très content de ces discussions. C'est top. Moi, je voudrais juste dire, parce que j'ai vu le message de Yas et je voudrais dire qu'au fond de moi, je l'aime. Voilà. Je te jure que c'était dur. C'était dur et ça sera la seule fois de. Je pense de ma vie. Hein, parce que... Il a répondu suceur. Nique ta mère. Voilà, nique ta mère. Qu'est-ce qu'on aime ces relations, elles font plaisir. Juste me permets parce que c'est assez cool, je voulais juste qu'on discute vite fait de lui, ça se trouve on a rien à dire mais je voulais quand même en parler. Pendant mes recherches pour cette émission, etc., on parlait d'agence et tout, ça fait forcément penser un petit peu à Saïd, l'agent de Michou et Inoxtag, et c'est un gars qui est passé un peu d'agent de sécurité, donc c'est-à-dire que lui à la PJW, dans cet article de Street Press qui est très intéressant et qui le présente un petit peu en long et en large, c'est un gars qui est passé un peu d'agent de sécurité pour Michou et Inoxtag à la PJW à au final agent tout court, d'accord, et maintenant il gère leur deal, il a un petit bureau à Webedia, il fait des connexions rap et un petit peu gaming et tout. Bon, je dis pas qu'il a inventé ça, mais c'était un gars qui dans les années 2000 côtoyait déjà un peu le milieu du rap, donc du coup il a permis quelques connexions entre du coup Michou et Inox, des rappeurs, il est derrière par exemple l'album d'Inox, l'album de Michou du coup, pardon, et c'est un gars qui fait quand même pas mal de choses, et dans je trouve en tout cas dans cet article de Street Press que c'est super intéressant, et il a l'air de faire. Pourquoi tu souris? Pourquoi tu souris? Oui. Alors moi je connais bien l'histoire. Ah, vas-y. Parce que Saïd, en fait, le premier à l'avoir recruté à la Paris Games Week, c'était nous. Ah ouais? Pour faire la sécurité, notamment de Solari, de Michou et Inox, dont on s'occupait. Et voilà. Et après, il a fait le voyage au Maroc avec eux. Et du coup, il les a amenés chez Webedia. Bon. Mais elle a été super vite. Tu vois, en fait, de base. Parce que de base. Mais je m'en fous parce que moi, je m'occupais pas d'eux, c'est Iris, donc c'est l'échec d'Iris. Du coup, Kali, voilà. Wow. Donc, mais par contre,
Parce que moi, nous, on continue de bosser pas mal avec Valouz, Iris. Apparemment, ça se passe super bien. Donc, et je pense qu'il leur a amené tout l'univers, un peu, tous les clips de rap qu'ils font, toutes les collabs qu'ils ont fait, etc. Mais ça rejoint ce que disait Samuel, en fait. C'est que c'est difficile à apprendre et c'est une relation, tu vois, une connexion qui se fait avec quelqu'un à un moment donné. Alors, il faut que la personne en face soit pas complètement teubée et qu'elle ait les capacités de s'occuper de toi, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup d'humain, ouais. Donc, il y a plus de savoir-vivre, de savoir-être que de savoir-faire, en fait. Donc ouais, ça marche bien. Et puis, ils y sont maintenant depuis 2-3 ans. Ouais, c'est ça. 3 ans. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, l'évolution d'un Saïd comme ça qui passe d'agent de sécurité, le chemin du roi, c'est incroyable. Ouais. Mais il avait déjà, il me semble, alors je le connais pas hyper méga bien, mais il me semble qu'il avait déjà des connexions quand même dans le rap. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il dit dans l'article. Ouais. Il n'était pas simplement que agent de sécurité. Il était, d'ailleurs, il n'était pas agent de sécurité, c'était. Il est vraiment garde du corps, quoi. Alors, tu vois, au début, je me parlais dans l'article, parce que du coup, je l'ai lu, ça disait qu'il était videur dans une boîte de nuit un peu chic et tout. Et qu'ensuite, derrière, en fait, ce que j'allais dire, ensuite, derrière, du coup, il a chopé un petit peu des connexions dans le rap, il a essayé même lui-même d'en faire, puis après, derrière, il a produit, il a lancé son label, il a fait plein de trucs et tout. L'article est vraiment super intéressant. Et vous donc, ce que je veux dire, c'est qu'il avait, il était pas simplement agent de sécu depuis 30 ans, et tout d'un coup, tu vois, il avait d'autres connexions. Je vous mets le lien, parce que certains le demandent dans le chat, je vous mets le lien tout de suite, là, vous allez l'avoir, hop, tac, hop, là, voilà. Je voulais spammer, vous faites plaisir si vous avez envie de le lire, il est très intéressant. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, pour la petite anecdote, il essaye de faire percer son gamin. Oui, c'est ce que ça, son fils rap, non? Ouais, son gamin rap, et du coup. Il est passé dans Rentre dans le cercle. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais il essaye de faire un petit peu verser son gamin. Il s'appelle OMR75. Moi, je suis trop vieux pour ça, donc je ne sais pas. Et ils ont leur chaîne YouTube. Alex, tu peux montrer? Tu tapes OMR75 sur YouTube et tu vas tomber sur la chaîne. Juste, tu montes la chaîne, tranquille. Et en gros, son gamin rap et tout. Je n'ai pas écouté, donc je ne ferai pas de jugement. Mais ouais, c'est ça. Making of du clip Makomu avec Michou. Makomu feat Michou. Donc, il a décroché, tu vois, à son gosse un feat avec Michou, ce qui a permis 9 millions de vues, hein, tu le vois. Et après, il y a quand même d'autres trucs sans feat qui font quand même quelques petits millions de vues et tout. C'est plutôt pas mal. Ça fait un peu, tu vois, père impliqué. Tu vois, père impliqué qui essaye de faire un peu percer le gosse. Non, c'est beau gosse. OMR, Omar, c'est Omar, hein, bien sûr. C'est vrai que. Mais du coup, c'est pour ça qu'ils font des albums et tout, qu'ils sont partis sur des albums et tout. Ça explique un peu. Alors, je pense qu'ils aimaient ça, mais je pense que ça a facilité vachement parce que lui, je suis quasiment sûr qu'il connaissait les mecs qui tournaient les clips, tu vois, les beatmakers, les machins, les trucs. Je pense qu'il avait vachement de réseau là-dedans, donc ça les a vachement aidés, ouais. Puis après, le background. Après stratégiquement, c'est comme Squeezie et tout, tu vois. Pour moi, c'est financièrement parlant, faire un album. T'es obligé de passer par là. Non, mais même hors, moi, ce que je l'aurais. Demain, enfin, si je m'occupais de Inox et Michou à l'époque, tu vois, moi, c'est un conseil que je leur ai donné, tu vois. De faire musique. La musique, c'est. En fait, quand t'as une commu, en fait, aujourd'hui, n'importe qui peut rapper, faire du son. Tu vois, entre les mecs qui t'écrivent les textes, entre les mecs qui vont te faire les prods, entre les mecs qui vont te créer le flow que tu dois avoir. Ce que j'allais dire, la top line, le mec, il te met le refrain, il te met. T'as tout, tu vois. Aujourd'hui, tu payes un mec, t'as un tube, t'as un hit. Clé en main. Bah ouais, exactement. Donc, aujourd'hui, quand t'as de la commu, les rappeurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est ça, en fait. C'est que des gens écoutent leur son, tu vois. Parce qu'en fait, ça snowball, comme tout, tu vois. Quand tu vas avoir, par exemple, je sais pas, 1 million de vues sur ton son, et que t'as un influx, et que du coup t'es pas catégorisé comme un rappeur, les gens vont aller écouter, juste pour voir à quoi ça ressemble. Tu vois, donc forcément, ça va snowball, etc. Et je vais me lancer, moi. Mais vas-y. Ceux qui passent sur mes lives, ils savent très bien que ma voix est horrible. Demande des conseils à Dogby, il va pouvoir t'en donner. Oh oui, j'avoue. Doag, bro. Doag. On va s'envoyer ça, c'est assez cool, je sais que vous avez du coup géré pas mal d'influx et de créateurs, on a surtout focus sur ça, mais il y a aussi toute une partie qui est très intéressante, c'est les agents de joueurs. Et donc les agents de joueurs, c'est un métier qui existe depuis tout le temps, les agents de joueurs de football, joueurs de basket, bref, dans le monde du sport, c'est quelque chose qui était déjà très présent. Et on sait que dans l'e-sport, c'est venu petit à petit, au fur et à mesure que sont venus, et là on a fait une émission qui était dédiée au transfert dans le monde de l'e-sport, donc j'invite à la revoir, c'est la 3e, il y avait Chips, il y avait Nel et tout, c'était top, mais bref, on va pas revenir sur les détails de ça. Ce que je veux te dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a eu, avec l'arrivée des transferts dans le monde de l'e-sport, forcément, l'arrivée des agents et des agences aussi qui représentaient des joueurs. Par exemple, moi, j'ai rencontré la dernière fois à Copenhague, quand j'ai été Jérôme Coupé, je crois, si je dis bien son nom, qui gère Zaiwu, il gère, je crois, Scream, il gère Tenz,
avec son agence, en tout cas, il gère des tonnes de très gros joueurs e-sport. Le gars, il est aux 4 coins du monde pour accompagner ses joueurs tout le temps et tout. Franchement, la folie, c'est trop intéressant. Et le gars, il m'a fait rentrer à la LAN à Copenhague, à la Blast et tout. C'était vraiment le frérot. Je me suis bien entendu avec lui, dédicace à lui. Et donc, du coup, vous qui, je suppose, avez déjà eu à gérer des joueurs, est-ce que pour vous, il y a des différences entre gérer, du coup, un créateur de contenu ou alors gérer un joueur e-sport? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des vraies différences? Parce que là, à l'heure actuelle, quand tu gères, je suppose en tout cas, un joueur e-sport, tu dois aller négocier face à une structure. C'est peut-être pas forcément la même chose qu'aller négocier face à une marque. Ou alors à des moments, tu dois négocier un transfert pour aller dans une autre structure. Tout. Bref, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des différences pour vous? Et si oui, lesquelles? Alors, moi, je le fais beaucoup moins que les influx. Ouais. J'en ai quelques-uns. T'as qui, par exemple, je me permets? En vrai, ça va aller vite parce que j'ai Rezia qui est à l'AS Monaco. D'accord. J'ai Jésus qui est chez SK Gaming. Ok. Et Mastour NBA 2K qui est chez Dogs Gaming, la nouvelle équipe 2K League. Et putain, j'espère que j'en oublie pas. C'est déjà pas mal. Il a un mec en LEC quand même. Je crois que c'est tout. Et pour moi, la grosse diff, sur le papier, plus ou moins sur le point humain, c'est la même chose. Mais un joueur e-sport, ça prend beaucoup moins de temps. Ah oui. Ça prend beaucoup moins de temps. C'est une fois par an. C'est ça, t'as le mercato. Et moi, j'ai concrètement les gros moments mercato. Une fois par semaine, un call de X temps, tu vois. Et après, le reste du temps, c'est tout. Mais ça se passe comment? Genre, à des moments, genre, par exemple, tu peux avoir Jésus ou Rezia ou n'importe qui, genre, période mercato, il te dit, voilà, je vais pas rester avec l'équipe. Fin de contrat, généralement. Et grosso modo, c'est plutôt des fins de contrat. Après, ça arrive que... alors, ça se fait de plus en plus, de signer des contrats à long terme, de 2 ans, voire 3 ans, surtout au très haut niveau. Et donc là, ce qui peut se passer, c'est que sur cette durée-là, il peut y avoir une envie de partir. Ouais. Ce qui est, je trouve, assez rare, sauf que ça se passe vraiment pas bien. Mais ça peut être aussi un autre club, tout simplement, qui est intéressé et qui va devoir du coup racheter le joueur à l'équipe. Et son contrat, ouais. Et son contrat. Donc, de toute façon, aujourd'hui, dans la plupart, enfin, au niveau, la plupart des cas, il y a des buyouts. C'est-à-dire que, par exemple, je te dise, comme une clause de transfert, toi qui es en football manager, tu vois, comme une clause de transfert, hop, t'es là, tu payes le prix, tu récupères, si tout le monde est d'accord, hop, ça part. Mais en dehors de ça, généralement, c'est souvent ça, tu vois. Ou les fins de contrat, mais globalement, par exemple, je prends le cas de Riot, il y a une base de données où il y a toutes les dates de fin de contrat. Ah, ça, je les ai déjà vus, ouais. Et donc, les transferts se font déjà avant même que la saison soit finie au final, tu vois. Pour toi, il y a une différence, Drijo, ou pas du tout? Alors, il n'y a pas de différence. Il y a des différences et il n'y a pas de différence. Les profils, jusqu'à présent, en tout cas, étaient un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient un peu le même âge. Tu vois, ils étaient entre un streamer et un joueur. C'est un peu en train de changer parce que les streamers vieillissent, toi le premier. T'as plus trop l'âge d'un joueur pro, quoi. Mec, je vais avoir 27 ans dans 3 mois, ça me fait mal au cœur, ça. Donc, la première fois que j'ai vu Zach Nani, il devait en avoir 21, 22, tu vois, donc c'était un J'étais un gamin tout frais, je venais chez Eclipsia et tout, j'étais là. Tu finissais tes études et après tu voulais devenir youtubeur. Ça rappelle. Oui, je me rappelle. Donc, et en fait, donc ça, c'est en train de changer, les streamers sont en train de vieillir. Donc globalement, les streamers sont très vite, et puis bon, ils parlent entre eux, donc ils sont très vite plus expérimentés, voilà, ils sont moins crédules. Les joueurs, très souvent, alors je te parle des jeunes joueurs, ceux qui arrivent en LFL, ils sont, je l'ai dit à l'étage, donc je vais le redire, ils sont teubés, quoi. Ils sont teubés, tu peux leur faire signer n'importe quoi, n'importe quelle clause, des buyouts délirants à 20 000 fois leur salaire, des clauses où si jamais ils sont bench, ils gagnent plus d'argent, mais ils sont quand même coincés sur le contrat. Franchement, tu peux leur faire signer n'importe quoi. Attends, vous avez quand même dit que maintenant les marques elles baisent un peu moins. Non, côté e-sport. Les équipes e-sport. Mais c'est ça que je veux dire. Maintenant, côté e-sport, par contre, ça n'a pas changé. Alors ça n'a pas changé. Parce qu'à ton époque, c'était déjà la même chose. Donc ça, ils sont teubés. Et en face, ils ont des mecs qui sont loin d'être teubés. Qui sont foncièrement cons, mais pas teubés. Donc, effectivement, quand tu signes dans une équipe e-sport, t'as besoin de l'aide d'un juriste ou d'un avocat ou etc. Moi, ma position, c'est que pour l'instant, mais ma position est valable aussi sur le sport. Je vois pas l'intérêt des agents dans le sport. Parce qu'il y a une négo dans l'année.
Pour pouvoir justement aller renégo le contrat, tout ça, machin. Ouais, mais t'as besoin trouver des connexions. Alors, t'as besoin à la limite d'un avocat, mais bon. Pour tous les partenariats derrière. En équipe, en e-sport, il y en aura quasiment. Il y en aura quasiment pas parce qu'en fait tout passe. Ça c'est aussi notre problématique. Tout passe par la structure qui gère. En gros, la structure. Pour l'instant. Elle viendra et elle dira ouais. Pour l'instant, parce que dans le foot, par exemple, tous les joueurs ont leur partenariat à côté, tu vois. Oui, voilà. Tu vois, c'est-à-dire très souvent, ça peut arriver que t'es un joueur avec le maillot Nike et puis ses chaussures, c'est Reebok. Quoi. Ouais, parce qu'il a son partenariat. Exemple concret, Memphis à l'Olympique Lyonnais, il est avec Under Armour pendant que l'OL est avec Adidas. Voilà, exemple rapide. Donc, et puis, les gros joueurs ont leur partenariat, etc. à côté. Donc, dans ce sens-là, ouais. Mais très souvent, dans le foot, c'est pas le même agent qui gère les intérêts sportifs et les intérêts marketing et droits d'image et tout. Donc, mais bon. En fait, il faut quand même que les joueurs gardent un peu la main sur ce qu'ils font parce que, en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que soit tu vas tout seul et tu peux te faire douiller, soit tu vas avec un agent, mais l'agent, des fois, il peut être intéressé plus par son cut que par faire un choix et que tu ailles dans une équipe qui peut être intéressante pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Je prends un exemple à la con. Il y avait beaucoup ça sur Fortnite, par exemple. Ouais. Tu vois ce qu'était Solari, par exemple, sur Fortnite, avec Kidstar, etc. Machin. Bon, venir chez Solari à l'époque, pour ta carrière, c'était super, quoi, tu vois. Ouais. Et t'avais quand même des agents qui poussaient les gamins, du coup, à aller dans des équipes où ils étaient payés plus, pour payer, parce qu'ils prenaient leur cut, etc. Donc, mais c'est pas le boulot est pas foncièrement malsain, quoi. C'est juste quel est ton interlocuteur et puis qui est ton agent, etc. Donc voilà. Après, c'est aussi, je sais que dans le sport, c'est réglementé quand même cette activité d'agent. Tu vois, c'est pas du tout réglementé dans l'e-sport. Donc c'est réglementé. Ouais. Va regarder Romain Molina, toi, tu vas en apprendre des belles. Il y avait des joueurs. J'ai écouté Guillaume Roten qui parlait de ça aussi et qui lui-même, du coup, a une boîte d'agent alors qu'il a pas le diplôme d'agent. Donc du coup, il en parlait aussi. Dis-toi que c'est très drôle. Des fois, il y a des agents. Ils agissent en tant qu'agent, mais ils n'ont pas le diplôme. Et donc, du coup, pour agir en tant qu'agent, ils se mettent en partenariat avec un gars qui a le diplôme. Wow. Et le gars qui a le diplôme signe les deals pour lui, alors que c'est lui qui fait les machins. C'est ça. Et le gars qui signe prend un cut. Et sinon, il y a un autre truc, c'est que des fois, il y a des agents, ils ont un mandat club. Donc, ils ont un mandat club, c'est-à-dire que le club les autorise à négocier en leur nom, tu vois. Ensuite, l'agent va aussi négocier pour le joueur. Et ça te fait un conflit d'intérêts, un petit peu de. Ouais. Après, je te dis la vérité, hein. Des conflits d'intérêts dans l'e-sport. Mais il y en a de partout. Il y en a un paquet. Hein. Mais toi, t'as essayé d'en éviter, en plus, on en parlait tout à l'heure. Des conflits d'intérêts. Ouais. Non, mais dans le chat, il y a beaucoup de noms d'équipes qui ressortent qui sont dans le conflit d'intérêts constant. Ah ouais. Maintenant. Genre un conflit d'intérêts évident, par exemple en e-sport, mais en général, ce serait par exemple en gros, de gérer ton joueur. Imagine par exemple une équipe, elle est là et elle dit on te prend, mais uniquement si tu signes un contrat de représentation. D'accord. Ça, par exemple, c'est des trucs qui existent. Et je vais pas dire ce que j'en pense, mais. C'est facile de deviner ce que t'en penses. C'est un truc de fils de pute, tu vois. C'est problématique pour toi. Genre de gérer à la fois le marketing et en même temps la carrière du joueur. En fait, pour moi, tu peux pas, tu vois. Pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu vois, moi, par exemple, je m'occupe de. J'ai une équipe sport avec Thomas et ça, Job Life, tu vois. Et des joueurs de là-bas m'ont dit est-ce que tu peux nous représenter pour la suite? Moi, je leur ai dit non direct, tu vois. Peut-être après, plus tard, tu vois, quand on n'aura plus de délire, ils seront plus dans la même division, on travaillera plus ensemble pour X ou Y raison, tu vois. Là, peut-être. Mais là, aujourd'hui, c'est strictement impossible parce que, en fait, tu as forcément un moment où tu vas devoir faire des choix entre le sportif, tu vois, imagine, c'est quelqu'un que tu représentes, il est nul à chier. Il te in ta saison, genre. Genre, il est vraiment mauvais. Il te in ta saison, tu vois. Mais tu le représentes. Tu fais comment? Tu le laisses. Parce que sinon, plus d'argent. Et dans ce cas-là, tu vois, où tu mets la barre, la barre du. Ouais, le curseur. Où est-ce que tu situes le curseur entre le. C'est chaud, hein. Entre l'intérêt sportif et après le côté marketing. C'est chaud, tu vois. Donc après, tu prends un peu des décisions d'enculer, quoi. Mais bon. Voilà. Propre. Ah, le monsieur, il a envoyé une belle esquive. Ah ouais, non, je peux pas dire de blague. Non, c'est belle. Non, en plus, pour le coup, pour être tout à fait honnête, il y avait pas de piège. Je voulais juste que je parle de Job Life et tout, comment ça fonctionne et tout, c'était propre, ça. C'était l'intérêt, c'est ce que je voulais. Merci, merci mon ami. Merci.
dernier petit point que je voulais voir et tout. Sur vous, ça peut être quoi un peu les dérives qu'il peut y avoir des fois avec des agences, des OP? Parce que je me doute que vous faites aussi du conseil pour orienter des fois peut-être un peu les marques sur comment ça fait. Comment ça se passe pour mettre en place un deal dans les bonnes conditions et qui satisfait tout le monde et pour éviter de donner des deals des fois pas possibles qui sont très gênants? Ou qui peuvent l'être? Déjà, il faut bien connaître les talents. Tu vois, je vais pas... je prends un truc à la con, je vais pas proposer Justin Bridou à un talent qui mange pas de porc, quoi. C'est vraiment le hashtag analyse. Non, mais tu rigoles, mais c'est pas évident pour tout le monde, quoi, tu vois. Bah alors, il peut quand même l'avoir sur son maillot. Bah ouais, mais non, en fait, tu vois. Bon, ça peut lui poser souci. Ouais. Ça peut, bon, mais effectivement, là, j'ai pris cet exemple-là qui est très parlant. Mais en fait, tous les streamers et puis toutes les personnes, de toute façon, on a tous nos sensibilités, des sensibilités différentes, tu vois. Et en fait, quelle que soit la marque, tu peux avoir une problématique. Typiquement, il y en a qui veulent pas bosser avec les banques. D'autres qui veulent pas bosser avec tout ce qui est paris sportif. D'autres qui veulent pas bosser avec tout ce qui est Total et compagnie. Mais ah oui, même du Total, il y a des mecs qui peuvent. Bien sûr. Genre pour des prérogatives écologiques, ils se disent je veux pas. Et regarde. C'est intéressant. Je me sur League of Legends, ils ont essayé d'être sponsorisés par Shell, je crois. Non, c'est un truc. Non, il y a eu Neom, mais il y a eu Shell aussi. Il y a eu Shell quelques années avant et ça a fait un shitstorm de ouf. Donc en fait, quelle que soit la marque, tu peux trouver. Tu vois, t'en as d'autres qui veulent pas bosser avec Nestlé. Par exemple, tu vois, tout ce qui est Nestlé, ils veulent pas. Ah, je pensais vraiment pas ça. Si. Après, ça, tu vois, c'est le truc. Genre, moi, par exemple, avant, j'avais fait des trucs de paris sportifs ou de poker, etc. Moi, depuis, je les refuse toutes. Ouais, bah, par exemple, même pour Loop, les accords libres, on m'avait même proposé de la crypto. Ah, mais ça, la crypto. Et ça rapportait de fou. Et je leur ai dit. Un délire. Non. Des sommes de. Ouais, j'ai dit non. Donc, en fait. Voilà, faut déjà trouver le talent avec qui ça fit bien, parce que, mais en fait, tu vois, moi, j'y mets pas de, j'ai eu la question il y a 2 jours, j'y mets pas de jugement de valeur, tu vois, je juge pas. Non, ouais, c'est son choix à lui. Enfin, je veux dire, il y en a qui veulent pas bosser avec Total, bon, bah, on met tous quand même de l'essence dans notre caisse, donc, au bout d'un moment, tu vois, et puis, à partir du moment où t'acceptes de faire des OP, t'acceptes de rentrer dans la machine du capitalisme. Ouais, c'est vrai. Vois, donc, bon, si toi tu la fais pas, de toute façon, il y en a un autre qui la fera. Bon, mais donc il faut déjà connaître les sensibilités de chacun, tu vois, et pas les juger et pas être dans le jugement et pas essayer de forcer des trucs pas essayer de mettre des carrés dans des ronds. J'aime bien l'expression carré dans des ronds. Ça, c'est l'expression d'homme expérimenté. Le mec à 40 ans, quoi. Il y a de la bouteille. Et puis voilà. Et puis après, moi, comment dire, ça fait longtemps que je bosse dans ce milieu-là, donc quand je pense à un talent pour une marque ou une marque pour un talent, j'ai déjà légèrement, en général, une idée en tête de ce qu'on pourrait faire, tu vois, parce que je les connais bien, mais bien valider quand même avec la personne qui doit faire l'OP ce qu'elle doit faire, quoi. Ça, c'est la base. C'est la base. C'était pas toujours le cas, moi, quand je bossais chez Webedia à l'époque. Donc, bien validé, voilà, quitte à aller un peu dans le détail, tu vois, il y aura un tweet tel jour, tu vois. Pinailler un peu pour être sûr que... C'est du classique en soi. Ouais, et puis pour être sûr que voilà, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et je me posais une question par rapport aux marques dans les agences. On va dire demain tu as un contrat, demain tu vas donner une OP Orange à un influenceur. Orange, ils sont venus te voir ou sur l'année, ils ont fait un appel d'offres, tu as répondu à l'appel d'offres et du coup tu l'as pour l'année. C'est comment Alors nous, pour le coup, dans notre agence, nos vrais clients, c'est quand même les gens avec qui on travaille, tu vois, les streamers, les youtubeurs, etc. Ouais. Mes vrais clients, c'est pas. C'est-à-dire que je m'engueulerai jamais avec un streamer. Et sauf grosse mauvaise foi, je prendrai toujours son parti, tu vois. Par contre, j'en ai rien à foutre de m'engueuler avec une marque ou une agence. Là, par contre, t'y vas, ouais. Donc, surtout s'ils sont en tort. Donc, alors, il y a plein de formules. Nous, on n'est pas le genre d'agence, il existe, en fait il y a plein d'agences différentes. T'as des agences comme ça qui effectivement vont, alors je sais pas, ça marche pas comme ça pour Orange, mais ça peut marcher comme ça, ils vont avoir le compte Orange pendant 3 ans et ils vont gérer tout le truc marketing. Toutes les OP Orange. C'est ça. Ou alors, mais nous en Orange pour le coup on est en direct avec Orange, et particulièrement avec Rush eSport, qui est leur truc un peu gaming, tout ça. Donc on est en direct, il y a un peu de tout, t'as des appels d'offres, t'as des marques qui sont dans certaines agences de pub depuis 40 ans, t'en as qui changent tous les ans. T'en as, tu vois, par exemple, Kellogg's, par exemple, ils ont une agence différente pour chacune de leurs marques, tu vois. Ah oui. Il y en a une pour Trésor, il y en a une pour Choco Pops, une autre pour machin, une autre pour truc, tu vois.
Donc c'est pour ça que c'est vraiment un peu la jungle, tu vois. Donc en vrai, dans le circuit, un mec en indé, demain je veux devenir agent. Ouais. Un mec en indé, il est obligé de passer par une agence qui a le contrat, qui a le contact avec Orange. Il peut pas aller les démarcher direct ou quoi. Si, tu peux tenter ta chance. Ouais, tu peux tenter ta chance, mais c'est très chronophage et tu perds énormément de temps pour trouver la bonne personne. Ouais. Celle qui va te répondre surtout. Chez Orange, j'ai trouvé la personne qui est responsable du gaming. Parce qu'en plus, tu peux être responsable du gaming et puis dessous, tu as un responsable du display sur le site jeuxvideo.com et un responsable des youtubeurs et un responsable de l'e-sport. C'est pas le même, tu vois. Et un responsable des événements. Et en plus, Orange, c'est régionalisé. Donc, tu as aussi des responsables d'e-sport, Aquitaine, machin, truc. Enfin, l'enfer. C'est l'enfer, quoi. Tu vois, c'est l'enfer. Ça me permet justement de pivoter un petit peu sur ça parce qu'on discutait de ça, de vous montrer, et ça a été gracieusement filé parce que je l'ai demandé, une petite presse, et ça je vous en avais parlé, que Webedia utilise par exemple pour commercialiser Zach en roue libre. Ah oui. Et ça c'est assez intéressant. Voilà à quoi ressemble une presse de Zach en roue libre. C'est ce que les marques reçoivent au moment d'éventuellement marketer et mettre leurs sous. Bon, pour l'instant ça fait 13 émissions, on n'a toujours pas de sponsor, hein, mais on espère que ça arrive un jour. En tout cas les stats sont là. Ils écrivent Twitch by Amazon. Je ne sais pas, je n'ai même pas fait attention. Mais voilà, la presse, on me présente moi-même, on voit un petit peu mes stats, le nombre d'abonnés, etc. Un petit brief, un contenu premium, un concept sans pareil en France, donc c'est assez cool. Je le découvre en même temps que vous, pour être honnête. Hein. Une diffusion cross-platform, donc comme vous le voyez, c'est diffusé sur mon YouTube avec bien entendu le replay qui vient très vite. C'est diffusé un petit peu sur tous les autres réseaux, Spotify, Twitch, Twitter et classique. Ah, il montre également que j'ai reçu de bons invités. Bon, après, ils mettent certains invités que j'ai reçus il y a 3 ans, hein, mais bon, faut bien également... Ah oui, bah, c'est obligatoire, tu vois. Mais c'est assez cool, tu vois, on voit un petit peu à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. Donc pour les marques sponsorisées, la crédibilité Zach Nani, une audience sincère, un format original, tu vois. Donc c'est assez drôle de voir un petit peu tout ce qui peut être mis. Ouais, ça me fume parce que t'as bien le sponsor entre guillemets comme ça, hop, contrôle. Ça recherche le mot sponsor, on met le nom de la marque en place. On intègre, on envoie. On envoie, c'est assez cool et c'est propre. Donc voilà pour la suite, ça termine gentil, sponsoring de l'émission, c'est un petit peu, il y a des screens, histoire que ils regardent un petit peu à quoi ça ressemble et tout machin. Et voilà, donc à l'heure actuelle, par exemple, un accord. Oh bah tiens, c'est assez intéressant, on voit même les stats, regardez. Donc les stats des accords libres qui en général, en plus cette année, pour le coup, pète sa mère, je suis très content, ça fonctionne de fou sur ma chaîne depuis que j'ai repris. Donc vous le voyez, ça fait constamment à peu près plus de 2000, et quand ça fait pas 2000, c'est 1500, 1600 viewers, et c'est déjà monté à 5, 6000 selon également les invités. Donc ça c'est propre, vraiment vous répondez au rendez-vous cette année, et ça fait vraiment super plaisir. Mais à l'heure actuelle, voilà, je suis très content de ce truc. Et en plus, là où ils sont vraiment sympas avec moi, Webedia, où ils me mettent bien, c'est qu'ils me mettent en coprod sur ça. C'est-à-dire que la coproduction, comment ça fonctionne, je vais vous donner les détails parce qu'il y a pas réellement de trucs secrets. C'est-à-dire que c'est eux qui assument tous les coûts de Z2RL, donc moi je ne paye pas la prod, je ne paye rien du tout. Par exemple, s'il y a un invité, il faut y prendre un train, ils le prennent et tout, tu vois, machin. Et puis le jour où on réussira à trouver un sponsor pour ça, et ben le sponsor prendra d'abord en charge les coûts de production, tu vois, classique, et puis ensuite on partagera les bénéfices les sous en plus entre eux et moi, mais moi ça me permet de faire mon émission sans avoir à débourser 1 euro de ma poche à la base. Donc moi personnellement, j'y trouve totalement mon compte. Tu vois, genre ça, vraiment ça fonctionne, ça marche bien et j'en suis très content. Je suis très content. Faut pas mettre le lien d'un live sur FM sur la présentation? Non, faut pas là. On parlait d'une émission en particulier, mon gars. Les lives perso, c'est encore autre chose, vois-tu. Mais en tout cas, c'est propre et je me disais que ça pouvait être intéressant pour vous si vous voulez regarder une presse ou quoi, même pour la rediff et tout, si vous voulez checker à quoi ça ressemble, et ben checker un petit peu l'envers du décor, celui qu'on ne vous montre pas. Sur Loop, Zach, il se permet de le faire, On va terminer gentiment. Mais pour terminer gentiment, je voulais juste vanner. Je voulais vanner Drijo. Je vais te dire pourquoi je voulais te vanner, Drijo. Tu sais ce que je vais te demander, Alex? Ok, super. Dès que j'ai préparé cette émission, j'ai voulu regarder What Social Club, qu'est-ce que c'est, machin, etc. Et je suis tombé sur un site. C'est un site de témoignages de gens qui ont passé des entretiens d'emploi chez vous. Et j'ai trouvé un témoignage qui m'a fait trop rire. Quelqu'un demande à quoi ressemble l'entretien du travail dans What Social Club. Et il y a une certaine meuf qui répond: le recruteur de What Social Club est un homme très méchant. Il interroge d'étranges énigmes de l'espace. Je sais pas pourquoi ils en ont besoin. J'étais dans plusieurs entreprises de Paris. C'était complètement différent. Alors, est-ce que c'était toi? Mais tu sais ce qui va te faire rire? C'est que très souvent, le premier à trier les candidatures, c'est Corbier.
Oh, le roi Cormier, putain. Bon, très méchant. Bon, je pense pas qu'on soit très méchant, mais on est exigeant, ouais. Vraiment, gros, quand j'ai vu, il pose des questions bizarres, des énigmes de l'espace. L'énigme de l'espace. Je me dis à quel moment il le sort, tu vois. L'énigme de l'espace, j'ai trouvé ça super drôle. Mais voilà, je voulais vanner un petit peu mon Drijo. Faut savoir qu'à des moments, il y a des petites... D'ailleurs, je crois que maintenant, vous avez plein d'employés et tout, donc c'est assez logique. Ouais. Je savais même pas qu'il y avait des sites de témoignages d'entretien d'emploi dans des boîtes. Moi, qui n'ai jamais signé un CDI de ma vie, j'en apprends un petit peu tous les jours. Et ça permet de finir cette émission en douceur. On arrive à la fin. Merci à vous, les amis, d'être venus. C'est une émission un peu épurée, comme je l'ai dit, c'était la rentrée, donc on n'a pas spécialement de jeu ou de chronique aujourd'hui. Je pensais vraiment que le sujet se suffisait à lui-même. Et Jarod, notre ami Jarod, qui va nous rejoindre ici, qui va prendre la place de Emma, qui était ma stagiaire à l'édito et qui m'aidait à gérer pas mal de jeux, des chroniques et tout, à terminer son cursus. Et je récupère Jarod, qui était un de mes anciens élèves, à qui j'avais donné cours et qui du coup cours aussi. Ouais, j'ai donné cours l'année dernière, chez XP School en plus. Dans l'école oui, à Lyon. Ok. J'ai travaillé avec Cyril et tout, machin. Top. Et Jarod, c'est le nouveau qui me rejoint et qui est très très fort. Ça tue, ça. Hein. Il est trop fort. En fait, c'est un côté un peu shonen, tu vois, genre en mode j'ai enseigné à ce gars, je le trouvais trop fort. Et 6 mois après, je lui ai dit, bah gros, t'es trop fort, viens bosser avec moi. Si ça finit comme un shonen, dans 6 mois, il te dépasse et c'est toi qui as en régie et c'est lui qui stream, quoi. C'est tout le mal que je dis, oui. Dans ce cas, Jarod, pour le coup, je vous le dis, il termine ses partiels cette semaine. Donc, du coup, je lui ai dit, tu sais quoi? Fini en douceur, tranquille. Dès la semaine prochaine, on se met dedans et il pourra m'aider. Parce que la semaine prochaine, c'est un thème foot pour Loop. La semaine prochaine, je reçois Willou, Alex de Castro, et j'attends une confirmation pour le troisième invité. Mais ce sera un thème dédié au foot, le traitement journalistique de celui-ci, l'évolution avec l'arrivée des youtubeurs, des streamers maintenant qui commencent aussi à faire des plateaux, qui apportent des points de vue différents, les journalistes foot, le foot de manière générale. Grosso modo, on va parler foot. Et il y a Willou qui vient d'Amsterdam pour ça, et ça, c'est lourd. Le 20... Donc le 20, je vous donne toute la prog de tout ce mois-ci. Le 20, on fait les grands moments du Twitch FR 2 avec Joël. Sardoche s'il me répond un jour. J'envoie le petit scud. Ou sinon, on prendra quelqu'un à la place, ça c'est pas un problème. Et le 27, l'émission casting. Parce que dans Loop, on va ajouter une nouvelle séquence qui s'appellera la slide. On veut que des hommes viennent nous parler d'un truc, nous présenter des choses. Sauf que pour avoir quelqu'un qui vient, ou en tout cas 1 ou 2, 3 personnes qui viennent régulièrement pour le faire, il nous faut des sélections. Et bah ça sera la nouvelle star ici. On va avoir Théo Clément qui va venir ici et on va juger des bonhommes selon des critères comme le charisme, l'addiction, le sujet génial, des bails comme ça. Et le chat pourra juger les mecs avec nous. Donc vous pourrez vous-même donner votre avis et envoyer un petit peu de cette manière et tout. Je pense vraiment ce sera très cool. Et je suis content vraiment d'avoir fait cette émission de reprise avec vous. Franchement, merci Drijo, merci Desphasers, merci Samuel. Vous avez géré. C'était un plaisir. Merci à toi, c'était grave cool. Il y a quelque chose, je me permets à la fin, il y a quelque chose qui arrive pour toi, Soon, là, une actu, un truc dont t'as peut-être envie de parler Non, en vrai, bah, à part le début de la saison, là, le 17, hein. Faut être sur le live. Je sais pas encore lequel, mais il faut être sur le live. On sera là. Et il faut venir supporter, et puis voilà. On sera là. On attend les ultras. Mon gars Desphasers, 22, c'est ça 22 décembre. Janvier. 22 janvier, ouais. Ça fait plaisir. Ramos. Ça fait plaisir. Mon gars Drijo, il y a quelque chose pour vous de votre côté? Peut-être des projets sympas, un truc? Non, mais rien qu'on puisse annoncer, parce que je laisse les gens l'annoncer. Mais moi, j'attends beaucoup la reprise de la LFL. Je pense comme beaucoup de monde. Ouais, je pense que ça va être lourd de ouf. Et voilà. Et bah ça fait plaisir. C'est lourd. Voilà. Ouais. Et juste un dernier truc aux JL qui sont dans le chat. Tu vois, leur dire que bientôt il y a un event qu'ils attendent qui devrait, je l'espère, arriver. Je l'espère en tout cas. OMG League. En tout cas cette année, tu vois. OMG League. Et ben ça fait plaisir. Je me permets, fin de l'émission, je donne un petit leak tranquille. Pas un leak, je donne un petit plug. Si vous pouvez suivre le compte Instagram de Loop qui va reprendre un petit peu d'activité, etc. Ça a été repris par une personne différente maintenant, donc c'est assez cool. Il a fait un petit peu peau neuve. J'ai spammé le lien dans le chat, donc si vous pouvez vous abonner, c'est lourd. Je me permets aussi de terminer parce que le frérot... Le 22 janvier, il y a Desphasers qui commence Twitch. Ça y est, il va plus se contenter de passer sur Loop. Il va également stream perso. Yes, et il va en plus faire des feux d'artifice dans son jardin. Vous n'avez pas envie de rater ça. Vous avez pas envie de rater ça. Moi, je suis déjà fan. Je rentre, je m'abonne. Bah oui. Je la trouve, je m'abonne. 22 janvier, c'est ça 22 janvier, ouais. 22 janvier et ben ça fait plaisir. Et ben 22 janvier, vous pourrez suivre Desphasers sur Twitch et plus seulement sur Loop. Loop, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir. Dédicace à Alex également à la prod qui nous a fait des travaux monstrueux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.